Aujourd'hui, il n'y a pas assez de corporates en Afrique qui ont la capacité ou la volonté en fait de racheter des startups. Moi, je trouve ça super dommage. Un gros comme MTN, par exemple, devrait être en capacité ou intéressé pour acheter quelques startups ou au moins investir. Je ne dis pas que c'est pas un bon VC, mais je dis que étant donné lorsque tu regardes l'état des lieux, une boîte, lorsque tu investis, tu peux pas juste donner de l'argent. C'est pas possible. Ok. Tu peux pas juste donner de l'argent. Tu es obligé de les aider à faire beaucoup plus. J'aurais aimé investir dans Moneypoint, non pas seulement parce que voilà, il y a le unicorn et tout, mais parce que c'est vraiment une boîte dont je vois l'utilité chaque jour. Il n'y avait pas de cash. Tous les réseaux pour faire les transferts et autres étaient saturés. Les plus fiables étaient Moneypoint. Ils étaient beaucoup plus fiables que des banques traditionnelles. Tellement fiables que lorsque tu payais quelque part et que ta transaction ne passait pas, les gens te disaient non, c'est pas Moneypoint qui fonctionne pas, c'est sur leur cap table. Ok. Si on voit une boîte sur laquelle c'est pas possible d'avoir un exit, ou en tout cas on n'arrive pas à voir le path to exit, on va pas investir. Parce que notre but, c'est pas forcément d'être là pendant 10 ans sur la cap table. Notre but, c'est de pouvoir faire de return. Bah, bonjour Jordi, bonjour Christian. On se retrouve tous les trois dans ce nouvel épisode de d'Akinia Talks. On est avec Jordi qui est principal chez Octera Capital à Lagos. Bonjour Jordi, comment tu vas? Bonjour Franck, bonjour Christian. Ça va très bien, merci pour l'invitation. On est ravi de t'avoir Jordi. Voilà, on a suivi ce que tu faisais depuis que tu es arrivé chez Octera, même avant. On s'est beaucoup renseigné pour préparer l'épisode et on est ravi de t'avoir aujourd'hui pour discuter un peu de ton parcours, de ce que vous faites chez Octera, de vos investissements, un peu aussi votre thèse d'investissement, les différentes stratégies que vous avez. Donc, pour commencer cet épisode, je te laisse te présenter ton parcours et un peu qui tu es. Top, top, top. Donc du coup, comme tu l'as dit, je m'appelle Jordi, Jordi Kiangebeni. Je suis né, j'ai grandi en France. Comme mon nom de famille l'indique, je suis d'origine congolaise, les deux parents de Kinshasa. Euh, Aujourd'hui, bon, j'ai fait pas mal de choses avant, mais j'ai un parcours que moi je trouve assez classique. Voilà, prépa, école de commerce, quelques expériences avant de toute façon en risk management assez tôt. Bah, c'est pas très courant de faire une prépa, hein. Enfin, c'est pas Ouais, si c'est classique que vrai. ça. C'est pas C'est si pas. classique que ça, hein. C'est pas si classique que ça de faire une prépa. Ça reste quand même un truc assez élitiste. Donc, quand on dit classique et qu'après quand on dit prépa, je sais pas, je trouve, c'est pas très courant de faire une prépa. Mais très bien. Ouais, c'est vrai. Peut-être que je suis plus au. Comment on dit ça? C'est vrai, t'as pas tort. Pas si classique. Allez, je vais le retirer alors. Mais du coup, prépa que j'ai fait, donc j'ai fait un bac éco. Assez rapidement, bon, je me suis rendu compte que de toute façon, je voulais bosser dans la finance. Euh, Pourquoi? Parce que pour moi, c'est l'un des secteurs les plus importants si tu veux avoir de l'influence. Et lorsque je dis de l'influence, je vais développer un petit peu après, mais euh, je pense que c'est, enfin, je sais pas si j'étais fait pour ça, mais en tout cas, c'est ce qui m'intéressait le plus. Donc, assez rapidement, je savais que je voulais faire de la finance. Au début, je voulais faire un peu de ESG, ce qui est marrant, et d'impact. Mais ensuite, je me suis rendu compte que de toute façon, le métier qui me correspondait, c'était euh, en venture capital, donc pour plusieurs raisons. Donc j'ai fait du risk management un peu avant Luxembourg. Ensuite j'ai été chanceux d'intégrer l'équipe Emerging Market chez TCNV, donc ce qui était Total Carbon Neutrality Venture à ce moment-là, qui était le fonds corporate VC de Total, donc à Paris. Une super équipe. Là on était en charge en fait des investissements en Afrique, Latin America, mais aussi Asie du Sud-Est et notamment l'Inde. J'ai passé 1 an et demi là-bas. Et ensuite, j'ai décidé de faire le grand saut et de rentrer sur le continent. Moi, je dis rentrer, même si j'ai jamais vécu sur le continent avant, parce que je pars du principe que euh, notre propre vie est une continuité. Donc, du coup, ensuite, je me suis retrouvé à Lagos, euh, où je discuterai un petit peu plus de ce que fait Octera Capital. Mais ça fait, donc, je travaille avec Octera Capital depuis janvier 2022. Je suis basé à Lagos depuis mai 2022.
Euh, et en tant qu'investment principal maintenant sur les investissements VC, mais aussi ce qu'on appelle alternative investment. Donc, euh, D'accord, d'accord. Merci beaucoup, Jordi. Super intéressant comme parcours. J'aimerais revenir rapidement sur 2 points ici. Premièrement, tu as dit que tu avais su très tôt que tu voulais faire du VC. Donc, c'est un peu à quel moment que tu sais que tu as su que tu voulais faire du VC? Enfin, déjà, comment tu as connu cette activité-là? Est-ce que c'était via des journaux? Est-ce que c'était à l'école, etc. Et c'est un peu à quel moment que tu as su que tu voulais faire ça comme activité? ouais. Alors moi, mon rêve original, en tout cas mon objectif, c'était d'être angel investor, en fait, un peu plus jeune. Pourquoi angel investor? Parce que je voyais beaucoup de projets, en fait, autour de moi. Je voyais beaucoup de gens qui essayaient de mettre en place des entreprises et autres, mais je voyais pas de financement, en fait. D'accord, Donc, ce que j'ai fait en école de commerce, c'est que je me suis donc j'avais intégré en fait la junior entreprise. Là j'étais vice-président et responsable commercial. Où là en fait on est des investisseurs sur pas mal de, enfin les entrepreneurs pardon sur pas mal de choses. Donc plan de communication, business plan, pouvoir obtenir des prêts bancaires et autres. Et en fait moi je me suis dit mais en fait c'est ça que j'ai envie de faire quoi. C'est d'être angel investor. Et pour être angel investor il faut avoir de l'argent. Et pour avoir de l'argent il faut faire un métier qui est lucratif. Et du coup, ce qui m'a vraiment, en fait, moi, poussé vers le venture capital et ce qui m'a vraiment appris à, en fait, qui m'a aidé à comprendre le concept, c'est lorsque j'étais au Luxembourg, en fait, où là, j'étais dans une société de asset management, donc risk manager. Et en fait, parmi tous les dossiers sur lesquels on travaillait, il y en avait un sur lequel, il y avait une boîte sur laquelle moi je travaillais un peu plus, c'était GFC. Donc GFC qui est un fonds qui manage Rocket Internet. Et pour ceux qui connaissent Rocket Internet a incubé pas mal de grosses startups, dont Zalando et notamment Jumia. Et en regardant un petit peu plus sur le modèle Jumia, ce que Rocket Internet avait pu faire, je me suis dit, en plus à ce moment-là, il y avait le fameux basketteur André Iguodala qui était rentré un peu dans le board et tout, donc ça fait un super storytelling. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire, quoi. C'est ça que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie d'être un VC. J'ai envie d'être amène de pouvoir convaincre des gens d'investir dans un fonds et ensuite de pouvoir utiliser, en fait, tout cet argent-là pour investir dans des entrepreneurs et dans des projets qui peuvent réellement changer l'avenir de l'Afrique. Moi, je pense vraiment que par volonté ou pas, les pouvoirs publics ne peuvent pas tout faire. Et donc, du coup, le but, c'est de pouvoir euh, attirer des capitaux pour pouvoir les faire matcher avec des innovateurs et avec des entrepreneurs qui, eux, ont la capacité de pouvoir impacter en fait des vies de par leurs produits, euh, de par l'argent qu'ils vont pouvoir générer avec tout ça. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, en fait, je vais faire du VC, quoi. ok, ok, ça marche super, super intéressant. Là, on voit que tu as côtoyé pas mal d'entrepreneurs. Donc, tu as dit que tu étais à la junior entreprise. Tu regardais, enfin, j'imagine, beaucoup de vidéos sur les entrepreneurs, etc. Est-ce que tu t'es pas dit que moi aussi je veux monter une boîte? Enfin, tu t'es jamais dit ça? Si, je finirai par le faire. Je sais pas Ok, quand, je sais pas comment, mais je sais que c'est une ok, fatalité. Je le ferai. Euh, Après, moi, j'ai de voir un peu, la manière dont je vois un peu l'entrepreneuriat, en tout cas, ce que je viens de faire, c'est que pour moi, un entrepreneur aussi doit être un peu expert sur son domaine. À ce moment-là, en tout cas pour le moment, ou maintenant un peu plus, on va dire sur certains secteurs, je vais dire que j'ai une petite expertise. Mais à ce moment-là, je me disais, non, ils sont très courageux, ils font ça, c'est bien. Il faut que j'apprenne. Et lorsque j'ai une bonne opportunité, je me lance. Et d'un autre côté aussi, j'en parlerai un petit peu, mais être dans un fonds, surtout qui débute, il y a aussi un peu entrepreneurial. Les gens ne le savent pas, mais tu dois convaincre des gens qui, parfois, c'est même pas parfois, c'est même pas important pour eux, ils comprennent pas de pouvoir investir sur des secteurs et sur une nouvelle géographie. Tu dois faire en sorte d'avoir un shop qui est assez clean, donc tu dois mettre en place des process, des procédures. Tu dois avoir une vraie stratégie commerciale, tu dois aussi avoir une vraie offre différentielle par rapport aux autres VC. Tous ces trucs-là, en fait, je les retrouve un petit peu aussi. Je les ai retrouvés en tout cas pas mal au début, au début avec Terra Capital, et même je le retrouve un peu là, mais je sais que oui, c'est une fatalité, je serai entrepreneur.
pur et dur. D'accord. Et ce serait plutôt dans quel domaine c'était entrepreneur? Ah, tu penses? Enfin, à date, tu penses? Alors, très honnêtement, je suis fermé sur aucun domaine. La manière dont j'ai de regarder ça, c'est qu'il y a des opportunités un peu partout et il faut voir là où toi tu as une exécution qui va être différentielle. Mais là, si j'ai envie tu vois, une idée qui est chaude pour moi en ce moment, j'ai discuté avec quelqu'un en ce moment, c'est la cybersécurité, tu vois. C'est un Ok. vrai gros problème un peu partout. Euh, on a des institutions financières, en tout cas en Afrique, qui sont pas encore au niveau. On a une régulation qui est pas encore super stricte. Mais si tu arrives à développer du conseil, ou si tu arrives à développer un peu même une techno qui te permet euh, d'améliorer la manière dont tous ces différents acteurs financiers, mais pas seulement, tu vois, ça peut être un peu de tous les types d'entreprises peuvent se protéger face à ce risque-là. Honnêtement, il y a beaucoup d'argent à la clé, quoi. Ok, Ok. ok, ça marche. Bon, c'est très clair. Merci Ouais. pour cette présentation. Moi, je voulais revenir un peu sur ton parcours. Tu as dit que du coup, que tu as grandi en France, t'as fait tes études en France, tu as commencé à bosser quand même chez Total, qui est une grosse multinationale française. Euh, et tu es quand même revenu sur le continent. Ça t'a pas fait bizarre? Comment ça s'est passé un peu ton retour à Lagos? Surtout avec voilà, cette culture, on va dire, européenne que t'avais eue pendant tout ton parcours et ton enfance. Ouais. Euh, Bah en fait, je me suis pas laissé le temps de réfléchir, je voulais être très honnête. Ok, Quand j'ai pris le choix, j'ai déjà pris le choix. J'avais déjà fait le choix. Ce qui m'a, on va dire, donc du coup, j'ai grandi, je suis né en région parisienne, euh, en Val-de-Marne. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu l'opportunité de voyager pas mal. Donc, même dans le cadre de mon cursus en école de commerce, j'ai été au Brésil, à Belo Horizonte, pendant 6 mois. Enfin, le Brésil, c'était incroyable. C'est un pays, même culturellement, c'était une expérience complètement différente. Et je pense que d'avoir l'opportunité, mais aussi, par exemple, même lorsque j'étais au Luxembourg, en fait, j'ai bossé avec pas mal de gens et pas mal de cultures. Euh, j'ai jamais bossé sur un job full-time, moi, en français, par exemple. ok, Donc, du coup, c'est aussi intéressant. Et en fait, j'ai essayé de pas l'appréhender, hein. Moi, la manière dont j'ai rencontré un petit peu ma boss d'aujourd'hui, c'est via une recommandation. Au bout d'une heure de discussion, sans même site internet, sans autre, j'ai dit, bah écoute, moi, on parlera d'argent après, mais je signe. Donc j'avais déjà commencé avant d'avoir mis un pied à Lagos. ok. Et lorsque tu mets tes pieds ici, il faut s'adapter, hein, sinon tu te fais rouler dessus, D'accord. littéralement. Et il faut aussi approcher ça en étant super open-minded, tu vois. Lorsque je suis venu ici, j'avais pas forcément. T'as toujours un peu des idées préconçues, hein, tu vois. Les gens te disent oui, Lagos, dangereux, beaucoup de gens, faut faire attention et autres et blablabla. Oui, certes, mais faut partir du principe que c'est un pays comme un autre, c'est une culture qui est juste différente et ça veut pas dire que toi ta culture d'adoption, ta vraie culture en fait de base euh, est meilleure que celle dont tu vas entrer, tu vois. Euh, Et je pense que de toute façon, ouais, et ça c'est ce que je dis aux gens, c'est que bon, je suis d'origine congolaise, mais on est un peu comme les Nigérians, où dès que t'as 1%, t'es vraiment congolais, tu vois. Et l'Afrique centrale, on se laisse pas trop marcher dessus, tu vois. Donc Ouais. moi, premier taxi que j'ai pris ici, gars crie parce que je suis en retard, et moi je crie aussi. Et il entend mon accent, il me dit, mais t'es francophone? Je lui dis oui. Il me dit, mais pourquoi tu cries? Normalement, normalement vous êtes calme et tout. Oh, Je vous êtes lui ai dit, calme et tout. je crie aussi. Et du coup, il m'a dit, ah, ok, d'accord, toi, you can handle Legos, it's fine. Voilà, donc, Ok. faut être ouvert d'esprit. Et après, de toute façon, j'ai passé tellement de temps aussi via le travail à faire pas mal de choses que donc, lorsque t'es occupé, quoi. J'ai aussi l'opportunité de rencontrer des super personnes, que ce soit dans le monde du travail ou aussi en dehors, qui ont aussi facilité un peu mon adaptation à Legos, mais rien de très dur. D'accord, d'accord. Mais étant jeune, tu rentrais souvent sur le continent? Pas du tout. Pas du tout, Pas ok. du tout. Moi, j'ai grandi Donc, vraiment donc, euh, Lego, donc France, Lagos, Lagos, d'accord. c'était découverte et Lagos, trop Lagos, pays. d'accord, premier pays, première ville africaine dans laquelle que tu visites et où tu habites, en fait, finalement. C'est ça. Ok, d'accord, ok. Ok, Lagos, d'accord. Et c'est comment un peu la vie à Lagos? Enfin, rapidement, si tu peux nous en parler, la vie de tous les jours.
Ouais, etc., le donc, quotidien. pour moi, mon quotidien, ça va. Donc, déjà, il faut savoir que Lagos, c'est une mégalopole, donc Ouais. la ville la plus peuplée d'Afrique. Et Et les embouteillages. tu sens les embouteillages. Moi, ça va, j'habite pas très loin de mon bureau, donc ça va. Mais tu sens les embouteillages. Il y a tout le temps du monde dehors. Il y a tout le temps, enfin, Lagos, c'est dense. Lagos, c'est actif. Il y a vraiment tout le temps quelque chose à faire. Lagos, c'est aussi des conditions de vie qui sont pas super faciles. Donc, il faut savoir que l'accès à l'électricité est assez inégal. Donc c'est pas top, on va dire. Des inégalités qui sont assez présentes, on va dire. Donc tu as des gens qui sont vraiment très très riches, tu as des gens qui sont vraiment très très pauvres. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut je dirais pas qu'il faut s'y habituer, mais c'est un paramètre à prendre en compte. Surtout lorsqu'on grandit en France, on voit pas de l'extrême pauvreté. Enfin, un peu plus maintenant apparemment. De toute façon, quand je rentre à Paris, je vois un peu plus que difficile, mais on voit pas d'extrême pauvreté comme on pourrait en voir ici. Après, c'est super dynamique. Lorsque je disais, c'est super business friendly, Lagos, et c'est super dynamique. Hein. Honnêtement, tu peux. Lorsque tu sors de ton lit, en tout cas à Lagos, il faut se dire que faut être prêt à affronter le monde, quoi. Si t'es pas Ok. prêt, faut rester à la maison, il faut juste take a day off. Mais lorsque tu sors de chez toi, il faut être ready. Ok. Ok. Non, 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 mais en tout cas, merci un peu pour cette présentation, un peu de ton parcours perso. Si on revient sur ta première expérience chez Total, donc tu étais dans le fonds Venture Capital du groupe, avec plutôt des investissements en Afrique. Et comment un peu s'orienter la stratégie du fonds avec les priorités africaines du groupe? C'était quoi un peu votre thèse d'investissement? Quels ont été les secteurs que vous regardiez? Peut-être les géographies sur lesquelles vous regardiez? Est-ce que tu peux un Ouais, peu nous en dire plus? ouais, ouais. Ouais. Donc Total, enfin Total Energies maintenant, mais avant c'était Total lorsque j'y étais. Euh, le fonds était dans la continuité en fait de la stratégie globale de l'entreprise. Donc du coup le but c'était pas d'être une oil and gas company, mais d'être une energy company. Dans ça, il faut aussi se dire que lorsque tu es energy company, et notamment parce que Total est implanté sur pas mal de pays et pas mal de continents et a une très grosse présence en Afrique, il faut pouvoir t'assurer aussi d'être l'un des premiers en matière d'innovation. Donc, on avait une grosse équipe, du coup, il y a une grosse équipe un peu R&D chez Total, Corporate Development. Mais de l'autre côté, et c'est là, en fait, aussi l'intelligence de Total aussi à ce moment-là, c'est de comprendre que l'innovation, elle peut être aussi à l'extérieur. Et on va dire que les startups, comme elles sont un peu plus innovantes, comme elles sont de petite taille, et notamment d'autres choses, l'innovation peut venir aussi des startups. Donc le but, c'est de voir un petit peu, est-ce qu'il y a des startups qui travaillent sur des projets qu'en interne, on n'arrive pas à développer, sur des technologies qui sont assez novatrices, et qu'on peut après euh, accélérer des collaborations, on va dire, entre les différentes business units de Total et ces startups-là. Donc, il y avait à l'époque une équipe il y avait une équipe pardon qui investissait sur plusieurs géographies. Donc, il y avait l'équipe Europe, il y avait l'équipe Asie, notamment qui faisait la Chine. On avait une équipe Emerging Market également. Chaque géographie avait un peu ses spécificités et le type d'entreprise sur lesquelles elle pouvait investir. Donc nous, dans l'équipe Emerging Market, Afrique, on investissait sur tous les secteurs qui ont attrait en fait à ce que Total peut faire. Donc on va dire mobilité, on va dire energy access, mais aussi toute nouvelle technologie qui peut avoir un impact, on va dire, sur toute la chaîne de valeur de la production de pétrole. Je vais te donner un Ok. exemple. Plastic recycling, par exemple, Ouais. ça peut avoir un impact dessus. Donc, c'est un secteur aussi qu'on regardait. Ok. Garder l'Afrique, garder l'Inde et un peu Latine-Amérique en étant, enfin, en étant opportunistique. Euh, le but, c'était de toute façon Carbon Neutrality Ventures, donc d'investir aussi dans des solutions qui vont permettre de diminuer en fait les émissions de CO2 de manière globale. Donc du coup, on a pu investir sur pas mal de secteurs, sur pas mal de boîtes, EV notamment, donc Electric Vehicle euh, également. Mm. Donc on a fait à ce moment-là Ampersand qui est une très jolie et grosse startup qui est basée en Afrique Ouais. de l'Est notamment. Euh, on a investi aussi dans une boîte à ce moment-là en Inde, Frère Énergie,
qui faisait aussi du SHS un peu euh, là-bas. Euh, on a fait Lula, qui est aussi en mobilité, qui est une jolie boîte en Afrique du Sud aussi, Hmm. qui permet en fait d'agréger un nombre de personnes important dans des bus avec une technologie aussi qui permet. Parce qu'on n'est pas, on a d'autres problématiques, hein, par exemple. Tu vois, si les gens de Total, par exemple, veulent aller au travail, plutôt que d'avoir des voitures individuelles et autres, si tu arrives à les mettre dans des minibus qui, de surcroît, peuvent être après ça électriques ou après avec utiliser du gaz, donc LPG, euh, bah, tu peux avoir un impact sur tout ce qui est Bien sûr. neutrality, tu vois, émissions de carbone. Donc, on a fait ça. Ok. On a fait PEG aussi, Zola à l'époque. Donc, on a fait vraiment pas mal de boîtes, Ouais, pas mal on de va boîtes. dire, en Afrique sur tout ce qui est accès à l'énergie, tout ce qui est aussi mobilité. Et on regardait aussi tout ce qui avait attrait à tout ce qui pouvait impacter en fait la chaîne de valeur de la production d'énergie en général. D'accord, d'accord. Et en tant que junior dans le CVC de Total, du coup, c'était quoi ton rôle exactement? En tant que junior, vu que t'es arrivé là-bas, si je me trompe pas, après une expérience au Luxembourg, d'un an Ouais. en gestion d'actifs, du coup, c'était quoi ton rôle en tant que junior là-bas? Mon rôle en tant que junior, c'était dès la première chose qu'on demande à un junior, c'est d'être très bon dans les recherches. Euh, donc, research analyst, de pouvoir comprendre en fait tout ce qui se passe un peu partout. Euh, je dirais pas un peu partout en Afrique, tu vois, mais au moins d'avoir une très bonne connaissance des géographies qui peuvent vous impacter, tu vois. Donc, D'accord. Kenya, Nigeria, South Africa, tous les pays là où en fait Total a des projets importants ou des visions, des équipes sur place, tu dois être à même de comprendre un peu ce qui se passe. Tu dois être à même aussi de comprendre qui sont les startups qui lèvent des fonds. Tu dois être à même aussi de soutenir et d'appuyer un peu tous les investment directors qui sont dans l'équipe. Euh, et aussi, de toute façon, donc la chef d'équipe, on va dire, donc head of investment quand besoin. Euh, à ce moment-là, très honnêtement, ce qui est bien aussi chez toi, enfin, quand tu as un CVC avec un gros nom, c'est que très honnêtement, tu fais un peu moins de screening. En tout cas, tu es un peu D'accord. moins juste sur ça parce que tout le monde vient vers toi de toute façon. Tout le Ok. monde t'ouvre les portes. Quand tu dis, voilà, je suis Total, CVC, tout le monde t'ouvre des portes. Donc ça, c'était, on va dire, j'avais pas forcément à m'inquiéter trop de ce côté-là. Mais mon travail aussi incluait de faire du sourcing et d'aider aussi sur des projets un petit peu annexes, tu vois. D'accord. On a fait aussi, on avait participé à un Energy Access Booster, qui était donc du coup un concours qu'on avait fait avec d'autres structures, où là on avait, je sais pas moi, 500 startups qui essayaient de apply. Donc tu regardes un petit Ok. peu qu'est-ce que font les startups et autres. Et ensuite tu leur donnes soit un grant, soit tu leur fais un investissement basé sur certains critères qui ont été définis au début. Donc j'ai pas mal bossé sur des projets aussi comme ça chez Total. D'accord. Donc, ce qu'on te demandait toi, c'était plus un point de vue sur le marché global, enfin, sur les marchés globaux dans lesquels vous investissiez, plutôt qu'un point de vue au niveau de la technologie, j'imagine. Entre Après, guillemets. le truc c'est que étant donné que, après moi, c'est là où ça a été une expérience hyper enrichissante, c'est que moi, j'ai aucun background ingénieur, donc j'ai dû me Hmm. former sur ça. J'ai passé vraiment beaucoup de temps aussi à pouvoir comprendre en fait de toute façon les technologies et ce dans quoi on investissait. Euh, tu vois, je parlais un peu du EV sector un petit peu. Euh, super, enfin c'est super intéressant, c'est assez technique. Et donc du coup, il faut vraiment passer beaucoup de temps pour vraiment comprendre les enjeux et comprendre pourquoi est-ce que on investirait dans un ampersand plutôt que pas dans une autre boîte, par exemple. Tu vois. D'accord. Ok. Donc j'ai passé aussi pas mal de temps sur comprendre un petit peu de toute façon les technologies, aider aussi de toute façon sur les due diligence et autres, portfolio management aussi lorsqu'il y avait quelques problématiques. Mais en même temps, enfin problématique, mais aussi pour le reporting de toute façon des informations. Mais on va dire que ce qu'on demande de surcroît à un analyste, c'est tout d'abord d'être bon dans les recherches, quoi. Et après, bon, Ok. super équipe, donc j'ai pu faire pas mal de choses aussi en interne. D'accord, ça marche. D'accord. Ok, ça marche. Et le CVC total, il devient quoi aujourd'hui? Enfin, tu sais à peu près, enfin, ça fait à peu près peut-être 5 6 ans que tu as quitté. Il devient quoi aujourd'hui? Tu sais, Ouais, ça fait un peu moins de temps que j'ai quitté. Bon, un peu tous moins. mes anciens collègues, de toute façon, ne sont plus, en tout cas ceux qui étaient dans mon équipe. Je pense que bon, les participations ont été revendues. D'accord. Et voilà, c'est la fin d'une. Enfin, c'était.
Et tu sais pourquoi? Et tu sais Logique, pourquoi, donc, et tu sais pourquoi ils ont arrêté cette activité-là en termes de stratégie? j'ai des hypothèses. Je peux pas dire avec de manière certaine pourquoi, Ouais, mais c'est quoi tes hypothèses? je Est-ce pense qu'on peut que de savoir tes toute façon, hypothèses? je pense que c'était plus en tout cas un plan stratégique de D'accord. chez Total quoi, d'avoir un fonds CVC. Euh, c'est un fonds CVC, c'est aussi très et je souris parce que j'ai pas mal d'exemples en tête de fonds CVC, mais c'est dur d'opérer un fonds CVC et c'est dur aussi de faire comprendre en interne l'utilité d'un fonds CVC. Lorsque tu as une boîte comme Total avec une énorme balance sheet, et je pense que, je sais pas si c'est les premiers ou les deuxièmes encore, mais capitalisation française au monde, Hmm. de faire comprendre qu'il faut investir 500 000 dans une boîte qui est basée en Ouganda parce qu'ils font du clean cooking stove, je peux comprendre que c'est pas, C'est tu pas la vois, en priorité du termes coup. Ah ouais, c'est pas d'efforts et forcément autres. la priorité. Ouais. Voilà, donc je peux comprendre, tu vois. Après, je trouve ça dommage parce que je trouve que il y a vraiment, je trouve il y a beaucoup de boîtes dans lesquelles on a investi qui ont pu bénéficier non seulement de l'argent qu'on a pu donner, mais aussi des avantages d'être portfolio compagnie de Total en Ok. termes de connexion, en termes d'introduction commerciale et autres. Mais this is life. C'est pas grave. On aura d'autres CVC de boîtes africaines qui vont pouvoir faire ça. C'est tout. On ira. Ok, non, merci pour cette présentation de Total. Et ensuite, du coup, comment s'est passée un peu la transition entre Total et Octera? Donc, tu disais tout à l'heure que tu avais besoin que d'une heure avec ta boss, du coup, Pour être convaincu. pour que vous mettiez d'accord sur le fait que tu rejoignes Octera et le projet. Donc, juste un peu nous expliquer comment ça s'est passé, qu'est-ce qui t'a convaincu. J'imagine qu'il y avait aussi la motivation de rentrer sur le continent et peut-être pour Ouais. rebondir sur ce que tu viens de dire, le fait de vraiment faire enfin, Octera, votre activité principale, c'est l'investissement early stage. Donc, j'imagine que ça a aussi joué dans la balance par rapport à ce que tu as eu chez Total. Ouais, c'est vrai. En fait, moi, et de toute façon, j'ai toujours été je suis quelqu'un d'assez intentionnel et d'assez transparent, et j'avais été déjà très transparent. Moi, je savais que au bout d'un moment, il fallait venir travailler sur le continent pour pas mal de choses. Le premier, c'est en termes de légitimité, parce que c'est bien d'investir de Paris, mais c'est mieux d'investir du continent, déjà en termes de légitimité. Le deuxième aspect, c'est aussi pour mieux comprendre les pain points. Tu vois, lorsqu'on te parle de coupure d'électricité, lorsqu'on te parle de problématiques sur la mobilité et autres, si tu l'as pas vécu, ça peut être très dur aussi à conceptualiser. Ok. Euh, et le troisième aspect, c'était un choix un peu plus personnel, quoi. Je me sentais que il fallait que j'essaye au moins de vivre en Afrique, euh, de préférence sur une ville dynamique et en pleine croissance, que ce soit économique, que ce soit aussi en termes de population, et d'avoir cette expérience et de voir un peu. Donc du coup, j'étais déjà un petit peu, lorsque j'ai vu que bah voilà, c'est pas forcément le total, c'était bien, mais il me fallait peut-être autre chose. J'ai regardé un petit peu des fonds qui étaient basés en Europe et des fonds qui étaient basés aussi en Afrique. Avec l'idée que moi je me disais oui c'est bien d'avoir encore une expérience en France, ensuite tu rentres, ça va être différent et autres, mais en fait je me suis rendu compte pendant le process et en discutant avec les gens que bah, en fait j'avais le bon profil pour rentrer quoi. Et donc du coup j'ai fait pas mal de rencontres. euh, Comment ça s'est passé ma première discussion on va dire avec Hachim Egunjobi qui est ma boss aujourd'hui, c'est que en fait, on a une mise en relation. Donc, mon ancienne boss qui me dit, écoute, j'ai vu cette offre-là, je les connais pas, ils sont assez nouveaux, je sais pas ce qu'ils ont fait. Enfin, mais en tout cas, elle est super, je la connais parce qu'on est dans le même réseau euh, d'angel investor. Donc, du coup, je postule, je discute avec eux et en fait, c'est très, comment on appelle ça? Moi, je suis quelqu'un d'assez instinctif et de human first, tu vois. Ok, Ok. Je me suis dit très rapidement qu'en fait, on a matché en tant qu'individu, quoi. D'accord. La manière dont ils voyaient, de toute façon, l'investissement en Afrique, la manière dont ils voyaient la mission d'Octera Capital, elle était parfaitement alignée avec moi, ce que je désire. D'accord. Donc, Ok. le but, c'était d'avoir un fonds early stage, indigenous, qui puisse investir dans des founders
locaux de préférence, mais aussi qui sont basés hors d'Afrique, mais aussi qui ont des activités en Afrique. Le but, c'était d'être panafricain parce que l'innovation, parce que déjà, c'est se fermer des portes, de viser que un ou deux pays, mais aussi parce qu'il faut avoir l'humilité de savoir que l'innovation, elle peut se faire partout, quoi. Après viser un ou deux pays, est-ce que c'est peut-être pas plutôt devenir expert dans ces un ou deux pays-là? Enfin, tu devrais plutôt pas ça comme ça? Oui, mais après, tu souffres un peu en matière de deal flow, hein. Ah, d'accord. Mais si tu prends des pays assez gros comme l'Afrique du Sud, typiquement, ou alors le Nigeria, enfin, est-ce que tu souffres autant que si tu prends des pays un peu plus petits? Non, tu souffres quand même en matière de deal flow. Faut Ok, savoir que tu es là sur 5 ans d'investissement. Il faut que tu puisses voir un peu tout. Et le VC en Afrique, c'est pas comme le VC en Europe ou aux États-Unis. Il y a beaucoup de boîtes, mais il y a aussi il y a pas énormément de boîtes qui vont répondre à ce que un ok. VC va attendre aussi. D'accord, ok. Ok. Ouais, ouais, Donc, du c'est coup, compris. Ouais, je c'était se comprends. fermer un peu des portes. D'accord. Euh, et non, du coup, à ce moment-là, en fait, on a une discussion d'1 heure où, voilà, on se découvre aussi pas mal de similarités et autres. Et je lui dis, bah, tu sais quoi, en vrai, moi, tu vois, je sais même pas s'il y avait un site internet à la base, très honnêtement. D'accord, ok. Je sais même pas. Et je lui dis, bah, écoute, en vrai, j'y viens, j'arrive à l'Écosse. Donc, ensuite, on se rencontre à Paris. Et ça, j'ai vraiment apprécié parce que, donc, du coup, on s'est rencontrés elle était censée partir à Londres avec notre chairman et qui est aussi non exécutive. Et en fait, on s'est rencontrés à Paris. Donc, ils sont venus me voir à Paris. C'est censé être une discussion d'1 heure. On a passé toute l'après-midi ensemble. Ok. Et je me suis dit, mais en fait, voilà quoi. Je me suis dit, très honnêtement, je me laisse 2 ans. J'essaye le Nigeria. Je vois ce que ça donne. Si ça fonctionne pas en 2 ans, je peux toujours dire que j'ai été là à la jeunesse d'un fonds et que j'ai pu en fait poser les fondations sur un fonds qui marche ou qui marchera pas, on verra, mais en tout cas, d'être un francophone au Nigeria, sans réseau, rien du tout, bah, je vais réussir à m'en sortir. Et sinon, l'autre option, c'était, bah, écoute, ça va fonctionner. Et si ça fonctionne, et ben, euh, je vais pas dire jackpot, mais en tout cas, Mais ça va être presque. un accélérateur pour ma carrière, quoi. D'accord, ça marche. Et en gros, le but d'Achim à la base, c'était d'investir son argent propre ou alors c'était vraiment d'aller lever auprès de LPs dès le début? Ouais. Alors, ce qui avait été fait, de toute façon, c'était donc de base, eux investissaient un petit peu de leur propre argent en tant qu'angel investor. Le but ensuite, c'était de pouvoir avoir un pool d'investisseurs, H&I, Family Office, mais un peu qui pourraient nous faire confiance et avoir un peu comment dire, plus de flexibilité. D'accord, Et ensuite, pour faire un peu un proof of concept funds, 10 à 15 millions. Et ensuite, dès qu'on a un track record et qu'on est solide, on peut aller chercher un fonds assez solide et qui te permet de pouvoir faire ce que tu veux, ce qui te permet de pouvoir faire ce que tu dois faire, tu vois. Très d'accord. honnêtement, tout ce qui est en dessous de 50 millions, moi je vous le dis, on va pas se mentir, c'est dur. C'est dur, tu peux pas faire autant de Ok. choses que ça. Et donc à ce moment-là, c'était l'objectif. Ok. Mais du coup, de façon un peu générale, est-ce que tu peux me décrire la stratégie d'Octera? Aujourd'hui, donc tu l'as un peu fait, mais c'est quoi les stades d'investissement que vous Ouais, visez? C'est quoi la taille des tickets à peu près, si vous avez un sweet spot ou une range ouais, des secteurs et aussi les géographies? Donc, est-ce que vous êtes ouais, panafricain? Est-ce qu'il y a des géographies que vous regardez plus que d'autres? Comment se structure votre deal flow? ouais. On va dire sur la thèse d'investissement déjà. Donc on investit pre-seed to Series A. Donc on investit on va dire, on a investi avant des petits tickets 50 000, mais on va dire là entre 100 000 et 500 000. On peut investir jusqu'à 1 million dans une boîte à différents stages. Ce qu'on aime voir, on est secteur agnostique, mais il y a certains secteurs qu'on aime un peu plus. Qu'est-ce qu'on aime un peu plus? On aime fintech et fintech adjacent, tu vois, tout ce qui a attrait à fintech. On aime la logistique, on aime health tech, euh, on aimait EdTech, on aime encore EdTech, mais ça c'est difficile. On aime tout ce qui est RegTech, on aime Deep Tech. Ok. Et ce qu'on aime aussi, c'est qu'on aime investir aussi, et ça pour moi c'est pas un secteur l'AI, mais on aime investir aussi dans des solutions et dans des founders qui déjà adoptent l'AI
dans les fondations de leurs solutions, tu vois. Et lorsque je dis ça, je parle de collecte d'informations, je parle de traitement d'informations et je parle aussi de préparer un peu la predictability, tu vois, des data. On investit, on n'est pas l'Africain sur le papier, mais en même temps, on va dire, 13 géographies, donc qu'on regarde un peu plus. Donc, on regarde Maroc, Égypte, Tunisie, Kenya, Zambie, Ouganda aussi un petit peu, Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, Sénégal, Nigeria, Ghana. Et est-ce que j'en ai oublié un? Non, je pense que c'est tout. Ouais. Car ces pays un peu plus, de manière un peu plus précise. Pourquoi? Après, on est toujours open sur d'autres opportunités, hein. Si on a une Bien sûr. opportunité qui est au Cameroun, si on a une opportunité qui est au Togo, au Bénin, puis des opportunités en Algérie, on va regarder. Mais on Ok. est aussi conscient que lorsqu'on vise ces géographies, c'est parce que déjà, on a un peu de compréhension du contexte. Et je trouve que pour les investisseurs, c'est super important de comprendre le contexte. Deux, on a du réseau sur place où on peut y aller, nous, un peu plus souvent, pour voir un peu comment ça se déroule. Et aussi, la troisième raison, c'est qu'on a aussi un écosystème VC qui est existant. Après, oui, l'écosystème VC qui est en Ouganda, c'est pas l'écosystème VC qui est en Afrique du Sud ou au Ok. Bien Nigeria, sûr. mais on a des prémices de. Et lorsque tu fais on va dire des petits tickets, et ce que tu es follower, c'est important d'avoir des leads et d'avoir des VC locaux qui ensuite peuvent t'aider de toute façon à mieux comprendre le contexte. Donc, c'est pour ça qu'on garde un peu ces géographies. Après, sur les business models, on a un peu plus B2B et B2B2C, B2G que B2C directement. Euh, et ouais, on a pas mal de critères, mais je pense que c'est les plus Ok. importants. Ok, non, non, c'est clair. Merci pour ça. Ok. Euh, ok, ok, non, mais tu mentionnais tout à l'heure le réseau local que vous arrivez à tisser avec des investisseurs du coup dans les pays un peu que vous ciblez. C'est eux qui vous apportent plus de sourcing de deals ou alors c'est aussi, Mm. on va dire, les intros que vous pouvez avoir. Est-ce que c'est vous aussi, les recherches et la veille que vous pouvez faire dans ces pays? Comment Mm. ça se passe? Bonne question. C'est un peu des deux, mais on va dire que en fait, le deal flow, on va dire le plus qualifié, Hmm. et j'aime pas dire ça parce que ça fait un coup Club de deal. club d'initiés, mais c'est le deal flow qui arrive par le réseau. Ok. Pourquoi? Parce que c'est du deal flow qui a été un peu déjà préqualifié. Moi, si demain, Franck, tu es à la tête euh, d'un accélérateur qui est basé à Abidjan, par exemple, et que tu as pu voir, on va dire, 100 projets, que tu as choisi en fait d'aider 5 startups, bah, je vais avoir, étant donné que on se connaît, étant donné que je sais ce que tu fais et autres, le biais va être plus important que je regarde un peu tes 5 startups plutôt que je regarde les 95 autres, tu vois. Bien sûr. Déjà ça. Ensuite, on fait aussi quand même pas mal de sourcing, notamment lorsqu'on voit qu'il y a des opportunités dans certaines géographies ou dans certains secteurs qui peuvent être intéressantes. Donc, tu vois, je t'ai parlé un peu au début du podcast de cybersécurité, mais ça aussi en interne, ça peut être, enfin, c'est quelque chose. On tient, ok, qui fait de la cybersécurité un petit peu sur le continent. S'il se trouve que c'est en Tanzanie que on fait un peu plus de cybersécurité parce que la juridiction est plus favorable et tout autre. On va essayer d'aller regarder là-bas. On va essayer de discuter avec des gens qui ont investi en Tanzanie. On va essayer d'aller chercher un petit peu des entrepreneurs. Si on aime tellement le pays, on trouve qu'il y a une jolie opportunité, je vais aller me déplacer en Tanzanie et je vais passer une semaine pour aller discuter avec pas mal de gens et autres. C'est la manière dont on fait un peu dont on fait vraiment notre recherche de deal flow. Après, on reçoit beaucoup plus, on va dire, de deal flow. On reçoit beaucoup de demandes. Et je pense que nous encore, étant donné qu'on est un fonds de plus petite taille et qu'on est pas les plus vocales. Je Ok. pense que ça, tu vois, lorsque j'entends un peu des collègues, les chiffres qu'ils me donnent en termes de pitch deck qu'ils reçoivent et tout, c'est Ah ouais. beaucoup. Ok. Mais dans le même temps, lorsque tu reçois, si tu reçois 1000 pitch decks à l'année, sache que tu reçois un peu tout, quoi. Ouais.
le frère de Jordi qui veut mettre en place, qui cherche en fait de l'investissement pour ses machines, à ma petite sœur qui veut faire sa plateforme de e-commerce. Tu vois, enfin, Ok, tu non, ressens un peu de tout, quoi. ok, Donc c'est pour ça que le réseau est privilégié, on va dire. ok. Et toi, tu disais du coup, il y a le réseau, le deal flow un peu qualifié donc que tu mentionnais et le deal flow un peu, je dirais, outbound que vous pouvez recevoir au quotidien. Sur ce réseau outbound, un peu, c'est quoi le pourcentage, on va dire, de bons dossiers que vous pouvez avoir? Parce que j'imagine que un bon dossier, vous l'avez vu passer. Que si c'est vraiment si bon que ça, si vous l'avez vu passer quelque part. J'ai pas la stat de exactement les bons dossiers, parce que tous Ok. les dossiers sont bons. Ok. Tous les dossiers sont Ok, bons. ok. C'est juste qu'elles sont pas, c'est pas toutes les boîtes sur lesquelles nous on peut investir, Bien quoi. sûr. Disons ça comme ça. Voilà. D'accord. Que notre thème d'investissement va être un peu différent, donc c'est pas forcément un. Je vais citer des noms, mais un bon investissement pour Partech, un bon investissement pour Lunch Africa, c'est pas forcément un bon investissement pour Octara Capital, tu vois. D'accord. Ça, c'est Euh, intéressant. on a des thèses d'investissement différentes, tout comme un bon investissement pour Octara Capital, c'est pas un bon investissement pour Aski Venture par exemple, ou pour Lofting, tu vois. Ok. Euh, mais on va dire que, et c'est pour ça que moi, on passe aussi beaucoup de temps à essayer de développer notre réseau, mais aussi à essayer de participer à pas mal d'événements et à, j'aime pas trop ce mot-là, mais à évangéliser un peu ce qu'on fait. Comme ça, lorsque les personnes viennent nous voir et lorsque les entrepreneurs, en fait, nous sollicitent, ils nous sollicitent pour des bonnes raisons, quoi. D'accord. Tu vois. Moi, aujourd'hui, quelqu'un qui vient et qui me dit, écoute, moi, j'ai une super boîte, mais je suis basé au Zimbabwe et tout. Ah, si t'as fait un peu tes devoirs, tu sais que c'est un peu difficile pour moi d'investir au Zimbabwe, tu vois. Ok. Mm. Euh, si t'arrives et tu dis, voilà, moi, enfin, voilà, c'est ça, c'est pour ça aussi qu'on passe pas mal de temps de toute façon, pour essayer de faire comprendre aussi nos thèses d'investissement. Comme ça, lorsque les gens viennent nous voir, euh, on peut très rapidement qualifier et voir si c'est quelque chose pour nous ou pas. D'accord. Et aujourd'hui, dans les Doctera, vous êtes combien? Donc, un partenaire, je suis investment principal. On a recruté quelqu'un récemment parce qu'on a ouvert officiellement un private credit desk. Ouais. J'ai 2 analystes full-time en général, euh, un interne en général. Et après, si tu comptes aussi les rôles un peu annexes, donc on a un Head of Operations, on est ouais, 6, on va dire, Ok. 6-7. D'accord, ça marche. Et comment est-ce que vous faites pour vous tenir au courant, je vais dire, ou alors pour vous mettre à jour au niveau des innovations technologiques, etc., vu que vous investissez quand même en start-up. Donc, il y a des gros enjeux tech pour lesquels vous devez vous mettre à jour. Donc, comment est-ce que vous faites, vous, sur Optera, avec vos backgrounds respectifs, je dirais, hein, pour vous mettre Ouais. à jour au niveau de ces trucs-là? Très très bonne question. Déjà, le premier aspect, c'est qu'on essaye d'être, comment on dit ça? En fait, on essaye d'être au courant de tout ce qui peut se dérouler et qui peut avoir un impact sur nos startups, tu vois. D'accord. Je vais te donner un exemple, c'est que ça, c'est un petit truc qu'on a fait un peu en interne et c'est une best practice, tu vois, c'est qu'on a un peu genre des fiches par pays qu'on met à jour, tu vois, tous les 3 mois. Où là, sur ces fiches pays, de toute façon, que tout le monde est censé lire en interne, ça veut dire que même si t'es le PA de, de la boss est censé le lire, où tu parles un peu du contexte social, du contexte politique, des grosses infos macro, de tout ce qui se passe un petit peu sur le legal framework et autres, et des startups qu'on a pu voir, mais aussi des success stories, tu vois, Ok. euh, qu'on peut voir sur certaines géographies. Pourquoi on fait ça? Parce que pour moi, la première mission d'un investisseur, c'est de comprendre le contexte. Si tu comprends pas le contexte, tu peux pas investir. Enfin, ou tu vas investir, mais tu vas être super biaisé. Donc ça, c'est l'un des premiers trucs qu'on fait. Ensuite, on essaye aussi de faire pas mal de veille stratégique. Donc, tu vois, tous les 6 semaines, on a un peu lunch and learning session, où on se choisit un petit peu des thématiques. Chacun à notre tour regarde, on se documente sur ce qui s'est passé. Tous les jours, on regarde un petit peu les actualités, on lit un petit peu tout ce qui se déroule. Moi, je suis à téléphone, enfin, tout ce qui est, de toute façon, après, j'ai des notifications pour tout et n'importe quoi, tu vois. D'accord. Ok. Ok.
tu vois, abonné chez Jeune Afrique, Bloomberg, Financial Times, tous ces trucs-là, parce que il faut aussi comprendre un peu ce qui se passe dans les autres géographies. Ok. Euh, on se base aussi sur tout ce qui est un petit peu, tu vois, outils qui existent un peu plus focus Afrique, tu vois. Je vais pas citer de nom parce qu'ils me payent pas pour ça, mais on a pas mal d'outils un peu sur le marché. Et ce qu'on passe aussi, on passe aussi beaucoup de temps à être out there, à discuter avec les gens, à comprendre un peu ce sur quoi les innovateurs travaillent, discuter avec d'autres VC, discuter aussi avec d'autres personnes un peu reliées à l'écosystème, pour vraiment être sûr que on puisse être à la page. D'accord. Après, c'est normal, on n'a pas toutes les informations tout le temps, et peut-être qu'il y a des choses qui arrivent un petit peu après et autres, mais voilà, on essaye d'être on essaie de faire en sorte que l'information puisse arriver au moins sur l'un des membres de l'équipe, comme ça, nous, en plus, on peut la diffuser en interne et l'utiliser à bon escient. D'accord. Ok, ça marche. Super, super intéressant. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'au-delà de la partie vraiment marché stratégique, est-ce que vous faites des sortes de due deal tech? Enfin, quand vous investissez après, c'est du early stage, donc j'imagine que c'est beaucoup plus sur du founder que vous focussez. Mais à quel point est-ce que pour du deal flow, vous pouvez faire plus des études technologiques, etc. Ouais. Alors, ça va dépendre de la technologie et ça va dépendre de l'advancement stage, en fait, de la D'accord. boîte. Euh, on a de la chance aussi d'avoir notre chairman qui a un doctorat en computer science. Donc, du Ok. coup, lorsque on a des due deal un peu tech sur certains produits, on l'inclut aussi à l'intérieur, comme ça on peut aussi avoir son avis. D'accord. On regarde un petit peu, on regarde les expériences qu'on a eues aussi dans le passé sur certaines technologies Ok. et autres pour pouvoir essayer de dig further. Ce qu'on n'exclut pas dans certains cas, et ça on a pu le faire aussi pour une boîte, c'est d'externaliser aussi lorsqu'on ne pouvait pas le faire nous-mêmes. Il faut être aussi assez humble sur ses propres capacités, pour être honnête. Euh, mais ouais, quand t'es en early stage, honnêtement, c'est pas la même chose. Ouais, tu regardes le C'est pas la founder. même chose. Ouais, je focus plus sur le Tu founder regardes le dans founder, l'équipe. Ouais. ouais, tu regardes le founder, tu évalues aussi le CTO, le lead fait generic, tu regardes la stratégique roadmap, tu fais un peu de stress testing avec eux, tu fais des démos et autres. Et ensuite, c'est un peu plus tard que si la boîte est un peu plus avancée, si on est sur des technologies un peu plus deep tech, que là aussi on inclut nos forces vives en interne, ou sinon on externalise, on n'a pas de problème avec ça. D'accord. D'accord, ça marche. Ok, non, c'est clair. Et du coup, si on regarde un peu les entreprises dans lesquelles vous avez investi, enfin, déjà de façon générale, comment vous accompagnez les startups dans lesquelles vous investissez sur l'aspect opérationnel on va dire de l'investissement, au-delà de l'aspect financier? Hmm, bonne question. On va dire que ça peut paraître cliché, mais on va dire que c'est du tailor-made. Ça va dépendre de ce que le founder a besoin, de ce que l'équipe a besoin. Ça va dépendre aussi de la technologie, ça va dépendre du secteur, tu vois. Euh, Là, en ce moment, on a une startup qu'on aide pas mal parce que qui est basée au Nigeria, qui est une fintech, qui a l'ambition d'être la première néobanque pour les underserved, on va dire, femelles sur le continent. D'accord. Lorsque je dis underserved, Euh, on va dire que Est-ce qu'on en a la c'est pas boîte? les personnes ergonomie, Ergonomie, ok. Ok. Ça marche. ergonomie. Ok. Donc le but c'est pas forcément d'aller voir les personnes qui n'ont pas accès de toute façon à un compte en banque, mais c'est d'avoir accès à les personnes qui ont déjà de toute façon une compréhension des comptes en banque et autres, mais qui l'utilisent pas, qui ne l'optimisent pas, on va dire, tu vois. D'accord. Euh, je vais donner un exemple, c'est customer type, on va dire, ça va être quelqu'un qui travaille dans un fonds VC, par exemple, qui épargne de l'argent, mais elle le met juste sur un fonds type livret A, quelque chose qui va pas lui rapporter grand-chose, tu vois. Ou elle le met juste dans son savings account ou current account, tu vois. Ok. Alors que tu peux avoir accès aujourd'hui, au Nigeria, en tout cas avec Erconomy, à un produit d'épargne qui peut te rapporter 15-16% par an. Ok. Ça marche. C'est quand même pas mal, tu vois. Ok. Donc le but, c'est vraiment d'aider aussi sur tout ce qui est éducation financière, ensuite de proposer du lending, de faire pas mal de choses, quoi. Cette boîte-là, par exemple, aujourd'hui, elle est en train de
faire des démarches afin d'avoir une licence microfinance. Donc du coup, on les aide pas mal on les a aidés pas mal sur les stratégies en amont. Déjà, pourquoi tu veux cette license? Si tu l'as, comment ça va impacter ton business? Quels sont les prérequis pour avoir cette licence? Ensuite, l'exécution, de savoir ça, ok, sur ta product roadmap par exemple, si tu veux faire ça, bah, c'est beaucoup mieux de faire du crédit parce que le crédit, ça va te rapporter un peu plus que si tu veux faire du wealth management. Donc on va être assez hands-on. Il y a certaines boîtes où tu dois être encore plus hands-on. Donc, j'ai l'exemple d'une boîte il y a quelques années qui souffrait un petit peu sur tout ce qui était treasury management, mais tout ce qui était un petit peu juste sur la comptabilité, tu vois. Ok. Donc, du coup, tu vas retroucher tes manches, tu vas aller soit dans leur bureau, tu vas leur demander tout et tu vas le refaire toi-même. Aussi sur pas mal de préparation à ce que attendent les autres investisseurs, tu vois. Donc, on a D'accord. pas mal de boîtes dans notre portfolio qui vont lever des séries A ou qui lèvent des séries A. Lever une série A et lever un pré-seed, c'est pas pareil. Bien sûr. Tu vas avoir des attentes qui vont être complètement différentes. Et donc, du coup, c'est les préparer à ces attentes-là, D'accord. en termes de gouvernance, en termes de accountability aussi. C'est un peu moins c'est un peu moins du travail, on va dire, sur papier, mais il faut les aider aussi en termes de ça. Product development, market expansion aussi, tu vois. Si aujourd'hui il y a une boîte qui me dit, écoute, moi je rêve d'aller en DRC, d'aller au Congo par exemple et d'aller à Kinshasa, on va leur dire, ok, wait, attends une minute, pourquoi est-ce que tu veux y aller, de quelle manière, qui est-ce que tu connais sur place, toutes ces choses-là en fait, tu vois. Donc on essaye de s'adapter à ce que les founders demandent, à ce qu'on perçoit, mais aussi à ce qu'on peut apporter. D'accord, ça marche. Et du coup, plus concrètement ici, si je prends l'exemple de Economy par exemple, Ouais, j'ai envie de dire, comment est-ce que vous les aidez réellement sur le terrain? Enfin, je veux dire, est-ce que vous faites des sessions de travail avec eux? Est-ce que vous leur donnez ouais. accès à votre réseau? Comment ça se passe en général? Enfin, vu que j'imagine que, étant donné le business model que tu m'as donné, j'imagine que le gros enjeu, c'est énormément de marketing. Enfin, il faut beaucoup de marketing pour éduquer les gens à ce qu'ils font, etc. Donc, comment est-ce que vous les aidez plus concrètement, vous, du côté Doctera? Ouais. Donc concrètement, déjà, on leur a donné de l'argent, donc on les a bien aidés. Ça, c'est le problème. Ouais, parce que les founders, ils vont te dire, ils ont besoin d'argent first, donc on leur a donné de l'argent. Après, ils en donnaient pas, hein. Du coup, voilà. C'est vrai, après, c'est pas un don, C'est un c'est vrai. échange. Voilà. C'est une opération commerciale. C'était plus un Mais le échange. premier truc, c'est vrai. Aide opérationnelle, ou là, de toute façon, sur pas mal de trucs. Bon, je peux pas donner trop de détails Ouais, non, Bien sûr. bien confidentiels, sûr. Bien sûr, mais bien on va sûr. dire que euh, sur le recrutement, déjà. Donc sur le recrutement des C-levels, un petit peu, tu vois, non, on n'a pas des fois on leur demande même, bah écoutez, si vous pensez que cette personne-là est adepte d'être est assez bon pour être CFO par exemple, bah nous on veut bien l'interviewer parce que tu vois le founder peut avoir un autre avis et on peut avoir aussi notre avis Ok, et parce que le rôle est tellement clé dans la boîte que de toute façon il faut qu'on puisse voir la personne et identifier, tu vois. Donc on aide un petit peu sur cet aspect-là. Sur l'aspect aussi un peu opérationnel, sur tout ce qui est reporting, tout ce qui est aussi être sûr que... Comment expliquer ça? En fait, les founders, des fois, il faut aussi... on les aide à comprendre que, certes, ils dirigent le bateau, mais on n'est pas hors du bateau, nous, tu vois. On n'est pas... They have the driving seat, tu vois. Ils conduisent la voiture, ok, nous, on est à côté et on copilote avec eux. ok. Donc ça veut dire que toute chose qui impacte le business, c'est pas juste oh mes investisseurs veulent ça, on est ensemble en fait, c'est aussi notre business, tu vois. Et donc il y a pas mal de choses qui vont être de l'opérationnel sur lesquelles si le founder ne peut pas le faire, tu vas être obligé de le faire ou en tout cas tu vas être obligé d'impulser pas mal de choses, tu vois. Donc si on estime que par exemple euh, la stratégie pour atteindre un certain segment, elle est pas assez efficace, bah du coup on va bosser avec eux pour le refaire. Si on estime que sur la technologie, par exemple, on utilise un peu trop d'argent sur un software ou autre, on va pas seulement le dire, on va essayer d'aller chercher aussi une solution qui va être aussi un peu moins chère, tu vois. D'accord. Et après, le dernier aspect, c'est aussi d'être sûr qu'on les met face aux bonnes personnes. Et les bonnes personnes, ça peut être des investisseurs, ça peut être des boîtes avec lesquelles elles peuvent faire des partnerships, Ok. ça peut être pas mal de choses. Mais en tout cas, notre but, c'est vraiment de... Moi, on va dire le support
aux startups, je le vois sur 4 différents aspects de manière générale. Le premier, c'est l'argent, parce que c'est ce qu'elles cherchent. Le deuxième, c'est le support stratégique, parce que on a une vie. En fait, lorsque tu es founder, tu as une vision de ton business et de ton secteur, et tu peux avoir un peu des œillères. Nous, ce que ce métier-là nous permet, c'est d'avoir une vision un peu plus d'ensemble. Donc, on peut t'apporter aussi sur cet aspect-là stratégique. Le troisième, c'est opérationnel Ok. et hands-on, tu vois. Si tu as besoin, par exemple, tu as un lead of finance, mais tu n'as pas d'argent ou tu n'arrives pas à trouver ton profil, bah, c'est le rôle aussi de tes investisseurs de pouvoir t'aider de manière pratique sur ça. Et le quatrième, c'est le réseau. Et le réseau, c'est aussi bien pour que tu puisses avoir des meilleures opportunités commerciales, mais aussi pour que tu puisses avoir des meilleures opportunités en termes de fundraising pour les prochains rounds. Parce que lorsqu'on investit, on part du principe que tu vas lever plusieurs rounds. On veut pas être les seuls investisseurs sur la cap table. C'est pas le but. D'accord, ça marche. Ok, non, c'est très intéressant. Et je voulais savoir aussi, donc là, on a parlé un peu de la relation entre vous en tant qu'investisseur et les entreprises que vous accompagnez. Et donc, sur ces tours de table-là, on va dire pré-seed, seed, série A, vous investissez aussi aux côtés de d'autres investisseurs. Donc, comment ça se passe la Ouais. relation aussi avec les autres investisseurs avec lesquels vous investissez? Euh, Bien, j'ai envie de dire. Tu vois, honnêtement, j'ai pas de. Bah, tu sais, le truc, c'est que il y a beaucoup de types d'investisseurs sur le continent, on va dire, tu vois. On va avoir des CVC, on va avoir des purs commercial VC, on va avoir des accélérateurs, on va avoir différents types d'investisseurs. Moi, ce que j'essaye de faire de toute façon lorsqu'on regarde une boîte, c'est de pouvoir matcher et aller chercher des investisseurs qui, je pense, pourraient aimer bénéficier de la boîte qu'on regarde, mais aussi dans le même temps de personnes avec lesquelles on peut collaborer, tu vois. Moi, j'ai beaucoup d'exemples de VC avec lesquels on collabore super bien. Euh, on a pas mal d'échanges et on s'échange aussi du deal flow. Mais lorsqu'on est aussi dans une boîte, on fait en sorte d'être on fait en sorte de répondre aux problématiques ensemble, tu vois. Ok. Et pas juste de lancer la balle et après de disparaître, tu vois. Il y a quelques fonds comme ça. Il y a quelques fonds avec lesquels on collabore pas forcément et c'est pas une mauvaise chose, hein, tu vois. Chacun est différent. Il y a certains fonds qui estiment que bah du coup eux, fois qu'ils sont dans la boîte, il y a eux et les autres doivent faire ce qu'ils doivent faire. Voilà, il y a. Mais je pense qu'on a besoin de beaucoup plus de collaboration, tu vois. Je pense qu'on a besoin de beaucoup plus de collaboration. Je pense que lorsque vous êtes sur une cap table, euh, qu'on le veuille ou non, on est ensemble pendant au moins peut-être 5, 7 ans. Donc du coup, si on peut aider la boîte et si on peut s'entraider et être sûr qu'on ne multiplie pas les... Être sûr qu'en fait on puisse vraiment répondre aux problématiques de la boîte, quoi. Moi, je vois beaucoup d'investisseurs je sais pas si c'est par manque de volonté ou peut-être juste ils m'aiment pas, hein, je sais pas. mais, mais c'est très dur c'est très dur de les avoir sur certaines problématiques, quoi. En D'accord. vrai, c'est très dur, quoi. Mais de manière générale, je trouve que et nous, c'est la manière dont on regarde un peu les choses, c'est que au bout d'un moment, tu peux pas être juste un taker. You need to give to the ecosystem. You need to give to people. Et ça va revenir vers toi, tu vois. Ça va revenir vers toi à D'accord. un moment ou à un autre. Donc, Donc du coup, excuse-moi. donc, en gros, ce que tu veux dire, c'est qu'un VC qui donne juste de l'argent sans être, entre guillemets, actif, je dirais, c'est pas un bon VC. Je sais pas que c'est pas un bon VC, mais je dis que étant donné lorsque tu regardes l'état des lieux d'une boîte, lorsque tu investis, tu peux pas juste donner de l'argent. C'est pas possible. Ok. Tu peux pas juste donner de l'argent. T'es obligé de les aider à faire beaucoup plus. Sinon, tu peux, mais tu vas pas avoir les résultats escomptés, quoi. Je pense pas. Ok, non, c'est très intéressant. Et du coup, enfin, là, on a parlé vraiment de la partie VC chez Octera. Bah, on sait que vous avez aussi plusieurs autres stratégies d'investissement. Est-ce que tu peux un peu les présenter et un peu quelles sont aussi les synergies entre votre practice VC et stratégie d'investissement? Ouais. Nous, le premier constat en fait qu'on avait fait, c'était, je pense, un peu 2023, c'est que bon, 2022, on a eu dans l'écosystème euh, un gros boom, on va dire.
Ouais. Beaucoup de startups qui ont réussi à lever à des grosses valorisations, pardon. On a eu Y Combinator, on a eu pas mal d'investisseurs un peu hors Afrique qui sont venus et il y a vraiment eu un momentum. Euh, dans le même temps, nous, on a essayé de, on a essayé d'être lucide et d'être assez terre à terre sur ça, tu vois. On s'est dit qu'il y avait des valorisations qui étaient un peu trop importantes. On s'est dit aussi que parfois, les startups qui levaient beaucoup d'argent, en fait, elles n'avaient pas forcément besoin que du full equity, quoi. Parfois, elles avaient besoin de credit line, parfois, elles ont besoin de dette parce que la dette et l'equity, ça va être complètement différent Oui. et ça peut dépendre à différentes problématiques. D'accord. Euh, on a commencé à regarder un petit peu dans notre portfolio ensuite après ce boom-là, 2023, où là, on a eu une de nos boîtes qui a eu besoin d'une, elle a eu besoin en fait d'un loan, enfin d'un crédit en local currency, et en fait, on était les seuls on n'était pas les seuls à pouvoir le faire, mais on était les seuls qui étaient enclins à le faire. D'accord. Ok. Et on a passé beaucoup de temps à modéliser ça. Parce que de toute façon, on n'est pas une banque traditionnelle, donc nos attentes en termes de return sont beaucoup plus hautes qu'une banque traditionnelle. Il faut aussi faire le travail d'éduquer aussi de toute façon nos LPs, de dire que voilà, parce que de base, ils n'ont pas signé pour ça en fait, ils ont signé pour de l'equity. Bien sûr. Et pour d'autres choses, ils n'ont pas signé pour ça, donc faut les convaincre. Et on a réussi en fait à faire un load sur l'une de nos boîtes, qui était aussi dans notre portfolio. On a voulu le faire sur une boîte dans laquelle on avait de l'equity, parce que de toute façon, on peut voir aussi de toute façon où va l'argent. Tu te hedges un peu sur les deux côtés, même si ça te demande d'être un peu schizophrène, parce qu'en tant que equity holder, tu as d'autres attentes que si tu étais en fait sur full debt, tu vois. D'accord. Bien sûr. C'était une expérience qui a bien fonctionné. On aurait pu faire plus d'argent, très honnêtement, mais ça a très bien fonctionné et ça a aussi eu un super impact sur la startup. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on s'est dit, mais en fait, il y a beaucoup de boîtes qui ont besoin de ça. Il y a beaucoup de boîtes qui ont besoin aussi de toute façon de credit line. Il y a aussi beaucoup de boîtes qui ont qui ont juste besoin de fonds de roulement. Donc pourquoi pas essayer de le développer d'abord en interne sur des boîtes de notre portfolio. Parce Ok. qu'on peut aussi de toute façon se placer sur l'equity. D'accord. On a commencé à faire ça. On a vu aussi que de toute façon, on peut faire aussi un peu plus de return, à savoir qu'on va en discuter peut-être un petit peu après, mais les exits sur le continent souffrent encore un petit peu, il n'y en a pas encore assez. C'est aussi une belle manière en fait de montrer que tu peux retourner le capital. Donc on a réussi à faire ça sur pas mal de boîtes, on a fait ça de manière un peu euh, low-key, on va dire, sur les dernières années, sur les derniers mois. Et très récemment, en fait, on a recruté quelqu'un en interne qui a une très très grosse expérience, notamment sa dernière expérience c'est chez Fairmoney. Fairmoney, si vous D'accord. connaissez pas Fairmoney, c'est l'une des Bien sûr. startups que vous devez savoir, que vous devez connaître, pardon. Euh, Parce qu'ils sont très solides et parce que pour moi c'est le type de boîte qui a profil pour être une unicorn dans les prochaines années. Même si bon pour moi le but c'est pas d'être une unicorn, hein. Ça c'est pas ce qui est censé être le but, mais lorsque je regarde en tout cas les boîtes qui ont des très gros potentiels d'exit, hors les boîtes qui sont des unicorns, Fairmoney une de ces boîtes là. D'accord. Et du coup le but c'est de pouvoir en fait avoir de la dette aussi bien, de pouvoir donner de la dette à des boîtes, pas seulement de la venture debt, parce que très honnêtement, c'est dur d'aller collecter. Et notre boulot, c'est pas après d'avoir 1 million de collatéral et après de vendre la maison du founder s'il peut pas repayer. Ouais. Mais le but, c'est d'aller aussi chercher des business un peu traditionnels qui ont du mal à aller chercher des financements chez des banques traditionnelles. D'accord. D'accord. Et en termes de ces lignes de crédit que vous accordez là, est-ce qu'on pourra avoir un peu plus de détails en termes de taux d'intérêt, en termes ouais, de caractéristiques globales Ouais. de ces lignes de crédit là? Euh, On fait du local currency, donc on fait en naira, on fait aussi en dollars. Ok. Le taux d'intérêt il va dépendre un peu de toute façon du profil de la boîte. Euh, pour ne pas donner de chiffres, mais pour te donner un peu un avant-goût, c'est qu'en fait on n'est pas On, une a- banque traditionnelle, donc on, a- on, a- on- il faut un on- premium. D'accord, ça marche. Ok. Il faut un premium. Si moi demain je viens te voir et je te dis Christian,
ce super projet-là, euh, j'ai besoin de 500 000 euros et par contre, fais-moi juste 10% de taux d'intérêt. Et je suis basé à, voilà, 10% en ARA et tu es basé à Lagos comme moi. Tu vas me regarder, tu vas me dire, Jordi, t'es gentil, mais non. Pourquoi? Parce que si tu vas dans une banque traditionnelle aujourd'hui au Nigeria, elle te donne rien de moins de 35% par an Ok. en ARA. Ça te Waouh, donne un peu, euh, waouh. Ok. te donne un peu un... Et encore, ce 35% là, tu dois donner pas mal de garanties, tu vois. D'accord. Ça prend du temps Ok. pour avoir cet argent-là. D'accord. Donc du coup, nous, on a la capacité d'exécuter rapidement, on a la capacité d'être un peu plus flexible, et donc du coup, il nous faut un premium aussi pour pouvoir justifier, pour pouvoir aussi retourner de l'argent, quoi. Parce D'accord. que sinon, on le met juste dans des bonds en ARA et on a ce taux-là, on a plus de 10%, tu vois. Donc Plus de 10%. Ok, voilà. ça marche. Ça marche. Et aujourd'hui, le fonds de crédit, tu nous as dit que vous faites pas que du venture debt, donc vous adressez pas uniquement des startups, mais des PME un peu plus traditionnels. Donc, c'est quoi les secteurs aujourd'hui que vous adressez? Est-ce que vous avez des sortes de target cibles, etc. Ouais, on va dire que là, sur les projets, euh, je vais donner quelques infos, mais pas trop parce on est encore en phase de, tu vois, on essaye encore pas mal de trucs sur lesquels on va peut-être échouer, mais aussi lorsqu'on va le faire un peu plus, enfin, ouais, au moins. Mais ça vaut le coup de donner quelques informations aussi, quelques détails. On va dire qu'on est sur des projets un peu énergie Ok. aussi, D'accord? où tu as pas mal de choses. Des projets aussi où tu as un peu des commodities également, donc les matières premières et autres. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que en fait, le crédit gap, il est partout en Afrique. Tout le monde cherche de l'argent. Ouais. Tout le monde cherche, genre dans tous les secteurs. Et il y a des secteurs où c'est un peu plus facile en fait de toute façon de pouvoir euh, récupérer de l'argent. Donc du coup, c'est pour ça on se dit c'est bien si on peut investir aussi un petit peu dans ces secteurs-là, qu'on peut aussi avoir des cycles d'investissement qui sont un peu plus courts et des cash flows qui peuvent aussi apparaître assez rapidement. Si demain, tous les trois, on investit dans un projet, qu'est-ce que j'ai vu récemment? Disons, si on investit dans un projet qui fait dans une boîte de construction, par exemple, et qu'on leur donne un crédit et qu'on se dit, bah écoute, plutôt que de me pardon, investissons de l'equity et en fait on veut des dividendes rapidement. Là, tu vas être en capacité en fait de toute façon d'avoir des cash flows assez rapidement. Plutôt que si tu fais ça sur une startup, le but c'est pas forcément que la startup puisse avoir des dividendes et distribuer des dividendes, c'est qu'elle puisse utiliser cet argent-là qu'elle fait en plus pour son produit, Bien sûr. pour market expansion et autres. Et ensuite, nous, avec cette boîte-là de construction, là, on a des dividendes. Ça te permet d'avoir un peu plus d'argent, de toute façon, pour payer les équipes, mais aussi pour faire des choses qui sont un peu plus Ok. intéressantes. Mais aussi, le but même, c'est de utiliser cet argent-là pour le réinvestir ensuite dans de l'equity. Que tu Hmm. puisses ne pas potentiellement genre lever un nouveau fonds et tu puisses avoir juste recycler un peu le Le capital, capital. quoi. Ok, ça marche. Ok. Juste pour revenir juste au taux d'intérêt, Joe, qui est proposé aujourd'hui sur le continent, donc par les banques traditionnelles. Pour toi, à quoi c'est dû les hauts taux d'intérêt notamment sur les monnaies locales? Ah, là, Est-ce que je vais mettre ma casquette d'économiste. non, mais justement, Euh, c'est intéressant parce que, enfin, par rapport aujourd'hui bon, on va dire que les marchés européens sont beaucoup plus matures, les risques de crédit est moins élevés. Donc aujourd'hui, c'est quoi aujourd'hui les gaps qui séparent? Je veux dire, c'est même des géographies comme Lagos, comme le Maroc, je sais que c'est aussi quand même assez développé comme l'Afrique du Sud. Qu'est-ce qui aujourd'hui sépare en termes de crédit ces géographies hmm, des marchés européens? plusieurs choses, mais on va dire déjà, c'est le climat des affaires. C'est-à-dire que chaque investisseur, de toute façon, va placer un premium sur ça, déjà. Bien sûr. L'inflation. Aujourd'hui, l'inflation au Nigeria, apparemment, là, récemment, elle vient de passer en dessous de 20%. Et lorsque je dis aux gens que moi, lorsque je suis venu au Nigeria, l'inflation
était au-dessus de 30%. À un moment, on avait de l'inflation à 36%. Lorsque tu es une banque commerciale, de toute façon, il faut que tu factores ça. Il y a pas de secret, de toute façon. Ça. Euh, Il y a les problématiques aussi sur les local currency. De toute façon, lorsque tu as des balances commerciales qui sont déficitaires et lorsque tu produis pas assez, personne ne veut, ou en tout cas pas assez de personnes veulent ta monnaie, ce qui va avoir un impact de toute façon sur ta politique budgétaire et ce qui va avoir un impact sur le taux d'intérêt directeur des banques. Le taux d'intérêt directeur des banques au Nigeria, actuellement, ça va diminuer, mais il est de 27%. Ok. Donc, moi, si je suis une banque, j'ai aucun... Pourquoi est-ce que je te donnerais un taux d'intérêt qui est moins élevé, en fait? Quand est-ce que je fais ma marge? Quand est-ce que je peux faire de l'argent? Donc, forcément, tu vas essayer de faire un peu plus, tu vas essayer de toute façon d'augmenter. Et aussi, je pense qu'il y a aussi un mismatch entre les banques traditionnelles et entre l'économie réelle du pays, quoi. En vrai, c'est très difficile. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont, et notamment dans l'économie informelle, et c'est là où il y a vraiment, c'est où on est content d'avoir beaucoup de fintech, de startups, et moi je pense que les fintech en Afrique sont beaucoup plus développées que les fintech en Europe, parce qu'elles peuvent répondre à pas mal de problématiques que les banques institutionnelles ne peuvent pas. Aujourd'hui, il y a des startups qui peuvent qui peuvent te donner un loan en instantané, et tu peux avoir des repayment plans sur un mois, une semaine, quelques jours, tu vois. C'est complètement différent. Ok. Et pour le secteur traditionnel, c'est trop dur de faire ça. Et soit c'est trop dur, soit aussi de toute façon le climat, on va dire, autour ne le permet pas. Bien sûr. Donc c'est pour ça. Et c'est des différentes économies. C'est complètement différent. D'accord. Ok. D'accord, d'accord. D'accord. Et en fait, tout à l'heure, on a évoqué un peu les exits en termes de VC sur le continent. À quel moment est-ce que vous pensez à l'exit? Est-ce que c'est dès que vous investissez, vous dites qui va racheter la boîte? Ou alors, comment est-ce que j'envisage une série A sur cette boîte-là? Ou alors, Hein. ou alors, des fois, c'est un peu plus tard. À quel moment est-ce que vous pensez, vous, à Optera, aux exits sur une boîte? Dès le début, hein. Ok. Si on voit une boîte sur laquelle c'est pas possible d'avoir un exit, ou en tout cas on n'arrive pas à voir le path to exit, on va pas investir. Parce que notre but, c'est pas forcément d'être là pendant 10 ans sur la cap table. Notre but, c'est de pouvoir faire de return. Et c'est marrant parce que des fois, même lorsqu'on parle avec des founders, ou même un peu avec tout le monde, les gens oublient que nos premiers clients, en fait, c'est les acheteurs potentiels de ces boîtes-là. Ok. Mm. C'est nos premiers clients. On doit être à même de identifier les boîtes qui ensuite peuvent être des targets, peuvent être des cibles d'acquisition, pardon, pour des plus gros acteurs, tu vois. Et lorsque je parle de plusieurs acteurs, je peux parler de PE funds, je peux parler de boîtes un peu corpo, je peux parler de plus grosses startups, je peux parler de pas mal de choses. Mais notre but, c'est d'identifier ces boîtes-là, de les aider à se transformer, de les aider à avoir une croissance exponentielle, à avoir des revenus qui sont propres, enfin des process qui sont assez propres. Et ensuite, lorsque il y a une opportunité de pouvoir être racheté, quoi. D'accord. Donc, lorsqu'on regarde de toute façon, on évalue nos boîtes, c'est de plus en plus important pour nous. D'accord. Et pourquoi, sur le continent aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'exits? Voilà, je lâche la question comme ça, un peu de façon dure. Pourquoi il n'y a pas beaucoup d'exits sur le continent aujourd'hui? C'est dur. Déjà, il y en a, mais il y en a pas assez, on va dire. Voilà. Il y en a, mais il y en a pas assez. Et moi, je pense qu'on est aussi aux prémices du VC en Afrique. Lorsque tu compares de toute façon les sommes qui sont levées en Afrique par rapport à d'autres géographies, honnêtement, on est encore, c'est rien, quoi. Euh, je crois que je regardais une stat l'autre jour où moi-même je regardais parce que je préparais un panel. Tu sais, je crois que l'année dernière, les startups basées en Suisse ont levé plus que les startups basées en Afrique, tu vois. Ok. Ok. Enfin, c'est Suisse, hein. Voilà. Ah, donc on est dans les prémices, quoi. Donc, on doit être aussi assez patient et voir un peu ces startups qui aujourd'hui sont des unicorns et pouvoir en fait avoir ce rôle-là d'ambassadeur et que ces startups puissent aussi prouver que
il y a quelque chose en fait en Afrique aussi qu'on peut attirer euh, des gros. Ah, je vais recommencer, je vais reprendre ma phrase. C'est question dure, hein, celle-là. Hein. Pourquoi il y a pas J'essaye de pas tirer trop sur tout le monde. Non, mais c'est assez Non, intéressant. tu peux y aller, y a pas de problème. Hein. Tu peux y aller après. On va voir comment on arrange dans la phrase et tout pour que ça ne laisse pas tirer sur Mais tout non, le mais monde. je vais reprendre dessus. Pourquoi il n'y a pas assez d'exit? Le premier élément, c'est que de toute façon, il faut que les startups soient designées et faites pour aussi attirer en fait des acquéreurs. D'accord. Aujourd'hui, lorsque tu es un Google, par exemple, lorsque tu regardes du technology, tu regardes pas mal de choses. Tu regardes davantage comparatif de la technologie. Tu regardes si cette boîte-là, elle est capable de faire ce que toi, t'es pas capable de faire sur une géographie qui est donnée. Et moi, je pense qu'aussi, de notre côté, les startups africaines doivent aussi prouver qu'il y a un case, qu'elles sont aussi capables de avoir cet avantage comparatif-là. Euh, le deuxième aspect, c'est qu'aussi, il nous faut un peu plus d'acheteurs et il nous faut un peu plus de personnes qui soient d'acheteurs locaux. Par exemple, on parlait de mon expérience dans le CVC de Total. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de corporates en Afrique qui ont la capacité ou la volonté en fait de racheter des startups, tu vois. D'accord. Moi, je trouve ça super dommage. Un gros comme MTN, par exemple, devrait être en capacité ou intéressé pour acheter quelques startups ou au moins investir euh, en amont, quoi. Bon, je trouve ça un peu dommage. Après, D'accord. s'ils le font pas, c'est qu'ils ont sûrement des raisons légitimes ou autres. Je leur tire pas dessus, mais D'accord. ça manque un peu d'acheteurs potentiels. Et le dernier aspect, c'est que on tend à oublier le fait qu'on n'a pas aussi en Europe, euh, aux US, mais aussi en Inde, tu as aussi des places boursières fortes. En Afrique, Ouais. on n'a pas, on n'en a pas. Hormis Afrique du Sud, oui, Nigeria, il n'y en a pas assez, quoi. Ok. Et donc, du coup, c'est très dur, en fait, pour des startups locales qui, en plus, parfois ont levé en dollars, à des valorisations qui sont trop élevées par rapport à ce qu'il y a sur les marchés locaux, bah, de pouvoir, en fait, aller sur du listing local. Ok. Donc, lorsque tu as cette voie-là de IPO qui est pas possible ou qui est très très difficile, ça t'ouvre aussi une autre, ça te ferme pardon, mais une autre porte également. D'accord, d'accord, ça marche. Super intéressant. On a un peu cette analyse-là de chacun de nos invités qu'on a sur le panel, hein. Les experts, enfin les VC qui sont sur le continent. En plus, cette grosse analyse-là. Donc, en gros, il faut laisser que le marché mature encore un peu plus et après, on verra dans les années à venir. En tout cas, super intéressant. Là, Ouais. Jordi, je vais te proposer un petit jeu. En gros, je réfléchis beaucoup, enfin, des amis à moi et moi aussi, je réfléchis beaucoup à des idées de startups sur le continent. Donc, je vais t'en donner 5. Et toi, ta casquette de VC, tu me dis, je sais pas, tu peux me donner sur une échelle 1 à 10, comment tu ranks l'idée uniquement. Mais après, on sait que l'idée, c'est rien du tout. Enfin, ça vaut rien l'idée, comme on dit souvent. Mais tu me Ouais, diras c'est comment est-ce que l'exécution qui tu... compte. Ouais, c'est l'exécution qui compte. Mais après, quand tu entends ce que je vais te dire, à quel point est-ce que le truc il te parle, je sais pas, tu me donnes une note sur Ok, de 1 à 10. Voilà, donc on va commencer. ok. La première boîte que je vais te donner, c'est une solution de paiement, de fourniture de téléphone pour les petits commerçants, avec derrière une solution de paiement plusieurs fois. Pour les petits commerçants uniquement, donc en gros les épiciers, la petite maman qui vend des beignets, Ouais, le gars qui fait la plomberie, voilà. Donc avec, on leur donne accès à un un téléphone téléphone. et ils payent à la semaine, ils payent, je sais pas, ils payent à la semaine, ils payent à la journée, etc. Sur peut-être 2 mois ou 3 mois, quoi. Bon, allez. Bon, j'ai le droit d'être dur sur les notes. Oui, 4 sur ok, 10. 4 sur Oui, 10. bien sûr. 4 sur 10. Ok, je sais pas si tu veux, est-ce que tu veux expliquer un peu la raison, mais après, si tu veux pas expliquer, il n'y a pas de Ouais, problème. 4 sur 10. Oui, 4 sur 10. Parce que de une, soit tu dois avoir. Bon, le but, c'est d'avoir. Et ça me fait mal de dire ça. Hein, mais en tant que vision, on aime les startups qui ont pas énormément de capex, même si moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut un modèle hybride, quoi. Il D'accord. faut du hardware, il faut du software, Ok, parce que des fois c'est juste indispensable. ok, Mais on va dire que là, de toute façon, j'ai vu une boîte qui fait un peu ça, mais tu as besoin d'un partenaire qui soit assez solide pour te donner des téléphones de qualité. ok, Tu as besoin d'avoir assez d'argent pour pouvoir prendre ces téléphones-là potentiellement sur ta balance sheet. ok.
tu as besoin d'avoir un système qui te permet de récolter cet argent-là sans problème. Ok, Tu as besoin aussi de privater, faire un peu un screening sur les personnes à qui tu vas donner de l'argent, de savoir un peu est-ce qu'ils ont une compta, c'est quoi leur chiffre d'affaires et autres. d'accord, Et le cinquième aspect, c'est est-ce que je sais pas si tu fais beaucoup d'argent sur ça, tu vois. d'accord. Je sais pas si Ok, à terme il y a beaucoup d'argent. ok, Mais ok, ça marche. ça, c'est mon idée, Ah hein. oui, bien Ok, sûr. C'est ok, mon, Ah, c'est bien sûr, il mon, n'y a pas de problème. Bah, c'est exactement ça qu'on veut, hein. Ouais, évidemment, il n'y a pas de problème. La deuxième boîte que je vais te donner, ce sera du solaire, ce sera une solution de mini équipements solaires avec du pay-as-you-go, avec si tu payes pas, en gros, l'équipement, il est on coupé à se coupe. distance. Il est coupé à distance, voilà. Ce sera une technologie de la sorte. C'est quoi? En fait, ok. Je vais mettre 6 Ok. et je vais expliquer Là, c'est pourquoi. déjà mieux que 4, hein. Parce qu'en fait, C'est pas mal. ça va dépendre de, c'est mieux que 4. Ouais. Mais parce que en fait, j'ai beaucoup vu de solutions comme ça. De toute Ok, façon, d'accord. ok. Voilà. c'est mon passé, de toute façon, l'accès à l'énergie. Mais ça va dépendre je mets 6 parce que ça va dépendre de pas mal de choses. Ça va dépendre du pays où tu le fais, D'accord. de l'electricity mix. Ça va dépendre aussi de la qualité des panneaux solaires que tu as. Ça va dépendre également de qui sont tes clients. Est-ce que tu veux le faire dans des milieux ruraux ou tu vas le faire dans enfin, plus dans des SMBs et autres. Ça va vraiment dépendre. D'accord. Donc, je dirais 6 sur 10. D'accord. Et selon le pays, selon toutes ces choses-là, on peut aller sur du 2, on peut aller sur du 7. D'accord, ok, Ok, ça marche. intéressant. Ok, ça marche. Merci beaucoup. La troisième, c'est un peu plus fou, entre guillemets. Je sais pas si tu connais Zoï. Tu connais Zoï, ça dit quelque chose? La boîte Zoï. En Non. gros, Zoï, on va dire, c'est une solution, c'est une LTech, et en gros, qui permet de, enfin, si je me trompe pas, hein, qui permet de changer tes globules de sang pour vivre plus longtemps. On va dire que c'est une LTech qui permet de vivre plus longtemps, en gros. Voilà, imagine un peu l'idée comme ça. Maintenant, tu ramènes ça sur le continent africain pour des CSP++. Voilà. C'est vraiment ça l'idée. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. 2 sur 10. Ok. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas... En fait, On a pourquoi? besoin Parce de que vivre c'est plus pas longtemps. un... On a pas besoin de vivre plus longtemps. Non, c'est pas qu'on n'a pas besoin de vivre plus longtemps, mais quand tu regardes dans les pain points qu'on a en Afrique les plus structurels, c'est... Oui, on peut vivre plus longtemps. Il y en a qui ont le luxe de vivre plus longtemps, tu vois. Ouais, mais Notamment nos dirigeants, ils ont le luxe de vivre le luxe de vivre plus longtemps, mais il faut améliorer la qualité de vie, quoi. ok. Moi, pour moi, c'est le truc. Ok, Donc, ok, ça marche. non. Ça marche. Donc, en termes de, enfin, économiquement, ce serait intéressant quand même, d'accord. Même si en termes d'impact, peut-être c'est pas intéressant, mais économiquement, c'est pas intéressant, tu penses? Les CSP, les gens vraiment riches sur le continent, ils seraient pas intéressés? Je sais pas. Je suis pas de cette catégorie, je Ok, sais pas ça encore. marche. Ok, Ok. ça marche. Dans 10 ans, souhaite le moins. Ok, ça marche. Bah, on va terminer assez rapidement avec les deux dernières. Donc la quatrième, c'est une blockchain pour évaluer le risque de crédit. Donc en gros, on récupère les données des utilisateurs sur une blockchain et avec ça, on évalue le risque de crédit. Enfin, ça, c'est pitché de façon simple. Ouais, je vais mettre 9 Ok, parce qu'on a investi dans une boîte qui ok, est, ça marche. Ouais, ça marche. qui est un peu dans ce truc-là. Ok, ça marche. Et le dernier truc, c'est, tu connais Starlink? Je pense que tu connais Starlink. Ouais, Ouais, après, c'est une boîte un peu plus simple. Mais en gros, c'est créer une sorte de, enfin, tu sais, que Starlink peut donner accès à de la connexion Internet à plusieurs localités, enfin, plusieurs maisons, on va dire, ou appartements. Donc, en gros, digitaliser une sorte de cyber café avec des satellites Starlink, quoi. C'est vraiment ça, la dernière idée. On va mettre 8 sur l'idée, mais après sur l'exécution, c'est dur, hein. Ok, ok, ça marche. Sur l'exécution, c'est dur. Bah, après l'exécution, Mais ok, ça marche, ça marche. Bon, merci beaucoup, Jordi. Merci beaucoup. C'était un petit jeu, c'était un petit jeu rapide proposé. c'est Ok. vrai. Ok. Je retiens, je note et tout. Bah, s'il y a des entrepreneurs qui cherchent des idées, qui nous regardent, vous avez un VC qui vous donne des notes directes. Qui vient vous donner des notes Ouais. directement sur des. Et, et après, c'est l'exécution qui compte, Ouais, hein. bien C'est sûr, l'exécution qui bien compte. sûr, ça Tout le monde a des bonnes ouais, idées, ça, c'est mais c'est l'exécution qui compte et la manière dont tu vas le faire. Donc, et puis, c'est mon boulot aussi d'émettre des hypothèses, hein. Ça veut pas dire que j'ai raison. Ouais. Il faut le faire quand même. Après, Ok. vu que tu as vu quand même pas mal de choses, je pense que tu as un recul quand même intéressant. Je pense aussi. Ok, non, mais pour terminer, Jordi, j'aimerais te poser deux dernières questions. Donc la première, c'est est-ce que voilà aujourd'hui,
dans cet écosystème un peu VC, même entrepreneur, est-ce qu'il y a soit des fondateurs ou alors des investisseurs qui t'inspirent ou qui t'impressionnent? Et est-ce que tu peux en citer un ou deux que tu t'es dit, ouais, oui, ils ont fait quelque chose, quand même un truc de ouf, quoi. Euh, ouais, bonne question. Bonne question, bonne question. Je vais essayer de pas donner des amis, tu vois. Ok, Comme oui, ça, je non, suis bien sûr, c'est pas. le but. Euh, déjà, je pense que même si je connais pas directement les GP, on est obligé de parler de Partech Ok, parce que ce qu'ils ont réussi à lever, c'est quand même énorme. Euh, Après, on peut discuter des modalités, on peut discuter de pas mal de choses sur tes investissements autres, mais très honnêtement, et ils ont réussi à prouver que tu peux lever un très énorme fonds. En plus, c'est des francophones, franchement, voilà. Donc, honnêtement, quand tu regardes ça, tu peux que être impressionné. En plus, moi, après, je connais un peu les équipes et ils bossent. Et ok, c'est des bonnes personnes. Donc, je suis impressionné D'accord? par ce qu'ils font. Euh, je vais essayer de pas donner ma boss quand même, ou mon ancienne boss. Mais euh, qui est-ce que j'ai vu récemment qui m'a vraiment impressionné? Je me suis dit, waouh. Hum, et c'est mauvais parce que j'étais à Moonshot toute la semaine, donc du coup j'ai quand même vu des gens qui étaient impressionnants. Euh, Moi, il y a un founder que j'aime beaucoup et c'est parce que, bon, peut-être que je suis biaisé parce qu'il est dans mon portfolio, Oui, y a pas de mais souci. c'est donc Julian Floshback de Bifree, D'accord. ok. qui est un founder qui est, c'est nous on dit cockroach founder, tu vois, genre comme un cafard. Les, les cafards, quoi qu'il arrive, ils résistent et ils seront là. D'accord. S'il y a une bombe nucléaire, ils seront là, ils seront présents. Énorme capacité de résilience, euh, énorme aussi capacité euh, comment ça s'appelle, de remise en cause. D'accord. Hmm. Euh, Franchement, bosseur incroyable. Il fait quoi avec Bifree? Après, Ils font quoi Be Bifree? Free. Ouais. Ils Be font. Free, ils font de Du credit ethical management, non? collection of bad debt. D'accord. Ok, Wow. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont voir les, euh, les, les banques, fintech et autres et leur disent, bon, écoutez, nous, on vous rachète de toute façon votre bad debt parce que vous les avez déjà considérés comme bad debt. Et ce qu'on va vous permettre et nous, grâce à nos technologies, on est capable de récolter ça. Euh, ok. donc, et non, franchement, très très solide. Ok. Euh, Bifree. qui est-ce que j'ai vu récemment? Après, on en parlait un petit peu tout à l'heure et enfin un peu en off, mais Babacar Seck, Ok. Hmm. très très gros parcours. Ouais, et honnêtement, bon, il est encore jeune, hein, tu vois, Bien sûr. et les choses qu'il a pu voir, mais aussi la capacité le niveau de compréhension qu'il a, la connaissance de l'écosystème qu'il a, le réseau qu'il a pu avoir, franchement, ouais, c'est l'un des gars que je trouve vraiment très, très, très solide dans l'écosystème. Et après, oui, après, j'ai aussi quelques peers qui sont beaux. Si je devais donner les noms des personnes que je trouve bons, je pense qu'on aurait Non, une heure Non, supplémentaire, ça mais, marche. mais mais c'est cool d'en j'espère que trois. personne va m'en vouloir. C'est bien, c'est en français, comme ça, il n'y a pas tout le monde qui peut savoir. Voilà, fait Ah, il y aura Ok. le name dropping. il y aura les sous-titres, hein. Il y aura les sous-titres, donc Hein? Pardon? il y aura des Il y aura les sous-titres. sous-titres? Il y aura les sous-titres, donc Ok, ok. les Non, anglo-saxons mais pourront Bon, quand même bah, avoir accès. je finis par ma boss quand même, d'accord. Hachim, qui Non, est non, mais on en a beaucoup parlé. incroyable. Ok. Et peut-être, est-ce qu'il y a un ou deux deals de boîtes que tu as manqué ou tu t'es dit, euh, putain, là, j'aurais dû investir quoi ou j'ai manqué le deal? Bonne question. Très honnêtement, bon, j'ai envie de dire Money Point, mais c'est pas de ma faute. J'étais pas sur l'écosystème à ce moment-là. Et de toute façon, c'est une boîte qui arrivait un peu, voilà. Je pouvais pas, de toute façon, c'était pas faisable. Mais être dans. J'aurais aimé investir dans Money Point, non pas seulement parce que, voilà, il y a le unicorn et tout, mais parce que c'est vraiment une boîte dont je vois l'utilité chaque jour, en fait. Ok. On a une situation au Nigeria un petit peu avant les dernières élections où il n'y avait pas de cash. Tous les réseaux pour faire les transferts et autres étaient saturés.
mais les plus fiables étaient Moneypoint. Ils étaient beaucoup plus fiables que des banques traditionnelles, tu vois. Tellement fiables que lorsque tu payais quelque part et que ta transaction ne passait pas, tu sais, les gens te disaient non, non, c'est pas Moneypoint qui fonctionne pas, c'est Zenith, Stanbic et tout ça, tu vois. Quand tu as réussi à créer Ok. ce sentiment-là chez le consommateur, c'est quand même que tu as réussi à faire quelque chose de gros. Donc j'aurais aimé être sur leur cap table. Mais après, non, pas tellement. Honnêtement, Ok. je pense que et c'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir enfin d'avoir aussi des gens en interne et d'avoir un principe un peu collégial où tout le monde discute aussi en interne. C'est que des fois, même si la boîte est belle, même si le storytelling est bien et autres, des fois c'est pas pour toi. Moi, j'ai Mm. une boîte en Zambie que j'aime beaucoup qui s'appelle Lupia, qui est une très jolie boîte, fintech. Euh, les founders moi je les mets dans le top des founders enfin de start-up en Afrique. On n'a pas pu faire le deal à ce moment-là. Je suis parti d'ailleurs en Zambie à Lusaka, qui est une très très jolie ville, mange bien, très beau et autres. Mais on l'a pas fait à ce moment-là pour plusieurs raisons. Et même si ça te fait un petit pincement au cœur, c'est des raisons qui sont légitimes, quoi. Donc à la Ok. fin, c'est pas grave, c'est normal. Il y a d'autres boîtes que j'aurais aimé faire, les a pas fait, mais ensuite, maintenant après 2 ans, je me dis bon, bah en fait, c'était pas délirant de pas les faire, tu Pas si vois. mal que ça. Ok. D'accord, ok. Et y a pas de deck de boîte que tu as vu sur la table Doctera. Tu as dit, on met pas de ticket. Enfin, à ce moment-là, peut-être t'étais pas aussi senior. Mais en gros, l'équipe Doctera vous a dit, on met pas de ticket. Et aujourd'hui, tu vois que ça commence à prendre quoi. Ça commence à quand Si, il même y en bien a, il y en marcher. a, il y en a, il y en a. Il y a des Il y a boîtes pas de, il y a, il y a des y a pas boîtes. des noms, il y a pas des noms comme ça que tu veux me donner, des noms un peu connus, quoi. Euh, qui est-ce que j'ai vu dernièrement Crédité, qui est une boîte au Nigeria, Ok, qui est pas ok, mal. On n'aurait pas pu ok, faire à ce moment-là, mais qui est pas mal, qui a réussi à lever pas mal d'argent récemment, qui c'est bien. ok. Euh, on nous a parlé aussi un peu de Chari, Ouais, le ok, Maroc, qui est une ok. très belle boîte. Mm. Ouais, Je super pense que boîte, hein. c'était juste, enfin, c'était trop. C'est une super boîte, honnêtement. Super boîte sur leurs nouveaux produits qu'ils ont, c'est énorme. Mais c'était juste trop tard pour nous en termes de stage et en L'investment termes stage, de ok. tickets qu'on pouvait faire. Euh, non, honnêtement, il y a des très belles boîtes et moi, je souhaite à tous les founders de pouvoir lever, enfin, tous les founders tous les founders honnêtes et avec des technologies qui fonctionnent et avec un vrai pain point qui a été identifié, tu vois. D'accord, Trois ok. trucs là. Pourquoi? Parce que, comme je le disais, peut-être que c'est pas pour nous, mais peut-être que c'est bien pour quelqu'un d'autre. Et après, quand ces startups-là réussissent, en fait, c'est une victoire pour tout le monde dans l'écosystème. Donc, c'est pour ça. Le but, c'est d'avoir plus de startups comme ça. Donc, on a vu passer ces boîtes-là et pour X, Y raison, on n'est pas capable de les faire, mais c'est des boîtes qui vont être successful et j'espère même voilà, avoir les meilleurs exits euh, enfin, du continent et ça sera tant pis pour nous. Enfin, les Ok. meilleurs Ok. après nos boîtes. Ouais, bien sûr. Les meilleurs après Non, nos mais boîtes. merci en tout cas aujourd'hui pour cette discussion, pour cet échange. On était ravis de t'avoir. De rien. Et Voilà. merci à vous pour la confiance. C'est vrai que j'aime pas m'entendre parler, ce qui est assez ironique, parce que je fais pas mal de panels et autres. Mais je pense que c'est une belle initiative. Et ouais, c'est bien d'entendre des points de vue qui sont un peu différents, tu vois. Mm. Je pense on est sur un écosystème, sur un écosystème où on entend pas mal les mêmes personnes, ce qui est bien et pas bien. Voilà, bon, j'ai pas d'avis dessus, mais c'est bien. Et puis si ça peut donner aussi euh, pas l'espoir, mais la motivation à pas mal de personnes aussi de tenter la grande aventure. Moi, j'ai pas mal de gens qui me posent des questions à chaque fois. Oui, comment ça se fait que t'es passé de Paris à Lagos? T'as pas eu trop peur? Bien sûr. Blabla et so on. C'est, c'est faisable. Tout qui est faisable, Ok, ok. c'est pas, voilà. Donc, si les gens écoutent et qui se disent, bah voilà, au moins, je sais que cette personne-là, je vais pas dire réussi, mais a au moins réussi à unlock quelques situations, bah non, si on peut le faire, bah c'est bien quoi, c'est positif. Ok, ça marche. Ok. Ok.
Ok, ça Non, mais marche. merci beaucoup. Et peut-être un dernier point, c'était, est-ce qu'il y a une ou deux personnes, c'est une question qu'on aime bien poser à nos invités, mais que toi, tu souhaiterais voir sur le podcast, que ce soit entrepreneur, investisseur, Ouais. même autre. Hmm, bonne question. Euh, peut-être deux, trois personnes. Le premier, euh, bon, c'est un ami, mais il est aussi très, très, enfin, il, il est très fort. Ok, OK? Haile, euh, donc, ok, qui est investment ok, principal chez Briga. ok, Euh, Profil super intéressant. Je vais pas en dire beaucoup sur lui, mais euh, entrepreneur, investisseur. Il a vécu sur pas mal sur différents continents, différents pays en Afrique. Donc très 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 bon. En plus, il est jeune, donc ok. c'est assez motivant. Il est très très bon. Euh, Quelqu'un qui serait intéressant, mais là, je pense pas qu'il pourrait le faire en français. C'est un des partenaires de Vicav, donc Verod Capital. Oh, Euh, capital, ok. bon. Satoshi. Donc Satoshi est très très bon. Euh, D'accord. Investisseur japonais, basé à Lagos. Il a vécu en RDC. Donc quand on se voit, on se parle un peu en lingala. Ah, ok, d'accord. Ok. C'est Ok, cool. Mais, mais mais aussi la ok, manière dont Vicav a de voir l'Afrique et aussi les différentes géographies, super intéressant. C'est l'un des seuls investisseurs que moi je connais, en tout cas de mémoire, enfin ils ont organisé Ecosystem Visit en Angola, RDC. Enfin, franchement, les gars sont assez solides. d'accord. Et après, peut-être au niveau des founders, euh, Guy Fouti, qui est basé ici au Nigeria, qui a une start-up également. Euh, très, 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 très intéressant. Ancien de Jumia aussi. OK. Donc il est entre le Kenya et le Nigeria. Euh, Très jolie start-up, il s'en sort très bien. Et bon, après, il est très occupé, donc je sais pas si Ouais. c'est On faisable. va essayer. Mais non, non, honnêtement, lui, c'est beaucoup de knowledge. Beaucoup, beaucoup de OK. knowledge. Et aussi des points de vue qui sont assez différents, tu vois. Euh, il a des opinions très tranchées sur pas mal de choses, ce qui est bien. Et Mhm. il apporte une perspective qui est assez différente. Donc, non, c'est quelqu'un qui serait pas mal aussi, je pense, pour le podcast. D'accord, OK. ça marche. Bah, merci beaucoup en tout cas encore une fois aujourd'hui pour cet échange. Ça a été assez long, on a un peu débordé, mais la conversation a été super intéressante. Voilà, même moi personnellement et Christian également, je pense qu'on a pas mal aussi appris. Donc c'était un plaisir de t'avoir et on te souhaite voilà plein de bonnes choses avec Octera et toi personnellement. Merci beaucoup. Merci Merci, Jordi. guys. Merci Jordi, au revoir. Et à très Merci. bientôt.